Marie-Blanche. Il m'a dit, vous n'êtes pas prêt. Ça fait du bien ça, dès le matin. Et encore tu m'as dit, je voulais pousser encore un peu plus, je me suis retenu. On pourra la remettre à la fin pour faire un pogo. Parce que là si on va casser le matos sinon. Moi je sais que peu importe quand on le fait, je vais perdre. Il y a les techniques, Il vient d'un univers très rural, pas du tout entrepreneur. Il a vendu sa start-up Infinite à Docker Inc. pour entre 7 et 12 millions d'euros. Il va vivre les débuts du camping, passer par l'incubateur, l'accélérateur Techstar à New York, une acquisition avec Dropbox qui va échouer. Partie rendue à track, bref, une vie d'entrepreneur, des hauts, des bas. Aujourd'hui, depuis la création de FIMA et Impact, un fonds de private equity et désormais un startup studio, Matters. Baptiste Fradin, t'as fait trop de choses, j'ai déjà plus de souffle. Ravi de t'avoir avec nous. Merci de m'accueillir. Salut Baptiste. Salut Sacha. Et ravi de retrouver mon super co-host, compère, ami Sacha Doliner, cofondateur de Neumann, et Arnaud Carré, notre partenaire de chez Neuflis OBC. Salut Tom, salut Arnaud. Maintenant qu'on a dit ça, pourquoi ce son ? Et pourquoi tu t'es retenu ? Pourquoi ce son ? Non, on en parlait un peu en amont. Est-ce qu'on parle ici d'entrepreneuriat et pour le coup, moi, à titre perso, je viens pas d'une famille du tout d'entrepreneurs, de près ou de loin. Je viens pas d'un univers où il y a aussi assez loin de Paris et donc où finalement l'entrepreneuriat est aussi très loin. Et donc en fait, quand j'avais 15-16 ans, je pense que l'entrepreneuriat a commencé quand avec un groupe d'amis, on s'est dit, on adore ce type de musique. Si les groupes ne viennent jamais chez nous jouer, on va... C'est nous le groupe. On va à la fois monter un groupe pour pouvoir jouer et monter nos scènes pour faire venir des groupes qu'on aime. Et donc en fait, sans vraiment le savoir, il y a une alchimie qui s'est passée à un moment donné dans le nord du Poitou-Charentes, d'où je suis originaire, dans les Deux-Sèvres, un groupe de copains quand on a 15-16 ans, on décide de faire ça. Et c'est finalement c'est le virus que j'ai attrapé à l'époque et qui a fait que je suis passé par ce trail entrepreneurial que tu as pu décrire en résumé au début. Donc il n'y a pas de groupe, on va créer l'espace pour. Il y a un problème, on va trouver une solution. C'est la même chose qu'un entrepreneur. Exactement. Et finalement, à l'époque, quand on fait ça, je vais planter une graine qui va aussi qui va aussi grandir par la suite. C'est quand on crée une asso dans la ZIC. Quelques temps après, on monte une asso dans l'environnement. Ce qui fera écho au fond que j'ai créé quelques années après. Précurseur à l'époque. On n'est pas beaucoup, ouais. C'est pas encore un sujet aussi trendy. Nous, à l'époque, on est au lycée, tu commences un peu à te politiser, entre guillemets, et on se dit que l'environnement est un sujet essentiel. Et on travaille sur deux choses. On travaille sur les OGM. À l'époque, on demande juste à Greenpeace qui nous envoie il y avait des tests pour voir s'il n'y avait pas des champs OGM non déclarés autour de chez nous. Et on n'en a pas trouvé. Et le deuxième truc, on est plus actif, c'est sur sensibiliser les collectivités locales, les professionnels à arrêter d'importer du bois issu des forêts primaires. Donc c'est les prémices des labels FSC, PEFC, les forêts durablement gérées. Et donc on travaille là-dessus et on va arriver à un jalon au bout de quelques années d'arriver à faire signer la communauté de communes dont on est originaire pour que dans leurs appels d'offres, quand il y a du bois, ce soit du bois issu de forêts durablement gérées avec ces labels-là. Et donc quelques années après, quand je montrerai mon fonds, forcément ça fait écho à des premiers engagements que j'ai eus avant 20 ans. Généralement, il y a une colonne vertébrale qui change pas complètement le temps d'une vie. Alors, je suis embêté, j'avais mis mon sweatshirt Paris 2024 en espérant entendre du Gojira.
Je découvre les musiques au fur et à mesure, je croise les doigts. Et alors, j'ai pas mis trop de métal extrême, j'ai écouté beaucoup de métal extrême. Gojira, ce que je te disais, moi, je les ai vus jouer, je crois, au début des années 2000 dans mon patelin. Ils n'étaient pas encore très connus. Et aujourd'hui, les avoir vus sur la cérémonie des DJO, c'est génial parce que ils ont été vus par plusieurs millions, voire milliards de personnes. Et c'est bien pour le mouvement métal. Avec Marina Viotti. Ouais, exactement. Que j'ai découvert, qui était fabuleuse. Ouais. Bref, c'est pas mal de mélanger les mondes. Exactement. Bon, on est là. Évidemment, on peut faire plein de parenthèses, on peut se déporter un peu où on veut, mais on est là pour parler de la session de ta boîte, Infinite. Et pour ça, on plonge le jour J, le jour 2. Le closing. Et on y va en musique, comme toujours, avec Snarky Puppy de Shofukan. Je sais pas le dire. Je crois que c'est japonais, le titre. Ok, Shofukan de Snarky Puppy. Yes. Bon accent japonais. On peut presque parler pendant, donc... Bah, tu vois, le jour du signing, pour moi, ça symbolise cette chanson un peu une sorte de libération, tu vois, une sorte de plénitude après forcément des épisodes de MNS, c'est toujours un peu chaotique. Hein, on va en parler. Voilà. Et donc, quand tu signes, forme de libération, en tout cas sur les premiers jours. Quand t'as un son comme ça, pour moi, t'as rien dans l'esprit. Ça, ouais. C'est... En tout cas, ça t'enlève un poids. Ouais. T'as un poids qui a enlevé. Mais je sais pas si vraiment, au réveil, ce jour-là, t'as rien dans la tête. C'est pas signé. Alors, c'est pas au réveil, parce que je me souviens exactement quand j'ai eu Moi, j'étais dans un bar et je regarde Tu te réveilles dans un bar ? Non, je me réveille ça arrive. C'est très tôt dans les bars. Bah, tu sais, quand t'es métalleux. Non, je suis dans un bar en soirée et je vois des mails passer avec les avocats qui disent c'est bon, le SPA est signé. Donc le document qui valide ce truc-là. Donc on avait déjà tout fini, mais c'était franchement il y a pile. C'était le 2 novembre 2016, donc je me souviens très bien. Et donc quand tu vois ça, tu te dis ok, c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas encore des petits détails à aller vérifier que les avocats américains demandent, etc. qui fait que tu restes encore très froid. Et t'es pas encore dans. Et là, une fois que ça s'est fait, c'est. Et là, tu souffles. La libération. Et donc cette chanson de Snarky Puppy, qui est un super groupe de jazz fusion. Symbolise bien cet état d'esprit, en tout cas à ce moment-là. Et ça se réveille dans un bar. Ça restera, hein, je suis désolé Baptiste. J'assume pleinement. C'était quoi ? C'était la même journée que le closing, que le signing. C'était quelques jours après. C'était la même journée. C'était la même journée. Ouais. Donc il y a une longue journée qui se termine par un réveil dans un bar. Ouais, étant donné que les avocats sont en Californie, etc., il y a des choses qui se font un peu de manière asynchrone. Et je pense que ça fait peut-être 3-4 jours où on est censé signer et qu'il reste des petits trucs, tu vois, du dernier minute à faire. Mais ton vrai réveil ce jour-là, le moment où tu te lèves. Le lendemain. Réveil, non. Avant que tout soit fini, le moment où tu te réveilles, ce jour important, ce jour où il va y avoir, il va se passer des choses importantes. Tu te réveilles dans quel état d'esprit ? Tu te réveilles... C'est quoi ton... C'est un peu mitigé, à la fois comme un enfant le matin de Noël, un peu excité. Ouais. Tu sais que tu es sur un momentum où il va se passer quelque chose de game changer. Tu sais pas encore ce qu'il y a derrière le paquet cadeau. Ouais, et en même temps, on en reparlera après sur d'autres, je sais aussi que c'est des process tellement tendus, même si là on est au bout du truc, que je garde en moi cette excitation parce que... C'est peut-être pas Noël. Les avocats américains peuvent toujours te sortir un truc en disant non, en fait, Noël, on va le faire le 25 janvier. Mais t'avais été sage ? A priori, on avait été très sage, j'espère. Et donc, et ça fait 2-3 jours qu'on sait que ça va arriver, mais il y a toujours des choses qui sortent sous le sapin, entre guillemets. Donc t'es quand même un petit peu tendu, Ouais, toujours. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi le contexte de ton réveil ? Tu te réveilles où ? Comment ? À quelle heure ? Franchement, je me réveille chez moi. T'es un peu dans un entre-deux où t'as plus grand-chose à faire. Nous, les équipes, elles sont même plus au bureau parce qu'on sait déjà qu'a priori, on va être chez l'acquéreur. Mais on a quand même des choses à administrer. Ouais, donc a priori, il y a un faisceau d'indices qui fait que ça va se faire. Mais encore une fois, moi, tant qu'on va tuer la peau de l'ours, prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je reste un peu froid. Donc j'ai souvenir d'être un peu une tension joyeuse. Je sais pas comment dire. Ça passe. Voilà.
complexe, nuancé. Ouais, nuancé. Et comment il se structure ce closing concrètement, physiquement? Parce que tu dis qu'effectivement, tu as des acquéreurs aux US. Donc j'imagine que vous n'êtes pas tous autour de la même table. Ah non, mais pas du tout même. Parce qu'en 2016, c'est 2016, ouais, hein, c'est ça, 2016, en 2016, on est encore dans le tradi, en général, papier, la grande table chez les avocats, etc. Non, là ça se passe effectivement avec 12 heures de décalage horaire, grosso modo, parce que Docker, le siège est basé en Californie. Pour refaire tout le process, je sais pas si on peut reparler de tout le process. Non, on en parle dans un instant. Et donc en fait, il y a plein de choses qui se font de manière asynchrone. C'est ce qui rend aussi, je pense, le processus. C'est là où on est un peu plus tendu, c'est que on a vécu. À chaque fois, t'attends quoi. Ouais, voilà. Et on a vécu l'année d'avant un process qui finalement tombera à l'eau. Avec Dropbox, on en parle après aussi, on expliquera les raisons. Et donc je sais que c'est quelque chose qui, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et effectivement, le côté asynchrone rajoute à cette complexité. Et en fait, à aucun moment on se voit en physique pendant ce process, on va dire administratif de closing. Heureusement, on a des intermédiaires qui sont là aussi. À aucun moment vous vous serez rencontrés? Si, ah, on s'est oui, vu. Okay. Mais avec les avocats pendant les 2 mois avant, on a tout se passe. On ouvre un peu on est en phase de due deal. Donc nous, on ouvre un peu les livres chez nous, ils vérifient tout. En plus, c'est des Américains, donc c'est pas commun pour eux d'investir dans des boîtes, de racheter une boîte française. Qui plus est, pour Docker, ça va devenir le prétexte d'ouvrir des bureaux en France. Docker, l'acquéreur. Exactement. Ouais. Et donc, pour eux, c'est pas anodin. Je pense qu'on est encore perçu par les Américains à l'époque comme un pays un peu exotique. Un pays où, quelques années avant, on a notamment, je m'en souviens parce que on en parlera après avec Techstars, il nous chambrait à l'époque là-dessus. On a Depardieu qui dit je quitte la France et je prends mon visa en Russie parce que c'est pas possible la France. Et donc Depardieu, c'est quand même un dieu vivant partout dans le monde et aussi aux US. Et donc quand les Américains ils voient ça, ils disent mais du coup c'est quoi votre pays si les mecs ils partent en Russie quoi. Et donc quand entrepreneur, je me souviens de Fond qui nous parlait de ça en disant mais il se passe quoi chez vous en fait les gars? Non, c'est du théâtre, c'est rien. Mais donc il se passe ça et donc on est et donc effectivement quand le signing il se passe en ligne quand même, on a quand même en ligne, mais on va, tu sais les Américains à l'époque on a des documents de je sais pas 50 pages, je sais plus le SPA même il fait beaucoup plus que ça, et finalement tu signes que la dernière page et tu l'envoies au dernier moment entre guillemets à la fin. Précurseur quand même de signer en ligne. 2016, ouais. Sûrement, je me rends pas compte, mais ouais. Bah moi j'ai vendu une boîte presque à la même époque à un groupe américain et je peux te dire qu'on était encore. Alors ils étaient pas là. LOI, stop. Attente de signature, stop. Voilà. Ah oui. Sacha fait pas son âge. Ouais, c'était pas la première. Et du coup t'es chez toi? Oui. D'accord. Ouais. Ah, t'es même pas chez tes avocats. Non, ça on l'est. Non, ce qu'on fait tout en asynchrone. Ah ouais. 2016, c'est vraiment précurseur. Ouais. Et donc, tu sauras que c'est tout validé seulement le soir dans un bar. Exactement. Je vois les mails et en fait, je vois les félicitations des avocats qui en disant c'est bon, c'est fait. Et donc là, on peut vraiment relâcher la pression en disant ok, c'est bon, il y a plus rien à faire. Mais il se passe quoi? Tu lis ce mail, c'est good. Ouais. Tournée générale. Alors, c'est exactement ça. J'étais avec quelqu'un, j'ai dit écoute, les prochaines sont pour moi, allons-y. Ouais, tout à fait. Donc, et comment en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment t'es arrivé dans le bar. T'es sorti de chez toi, donc à ce moment-là, bon, t'avais terminé le job du signing, t'étais pas tout seul autour de la table, enfin autour du réseau, quoi. Ouais. Voilà. À quel moment tu décides, tu dis on va au bar, on se retrouve au bar, c'est quoi quel bar, enfin pourquoi, enfin c'est un bar près de chez moi, je retrouve un copain, je te dis on est dans un entre-deux, donc je sais que c'est dans les heures ou les jours qui viennent ou le lendemain que ça va arriver. Et donc ah oui, t'attends pas ça si tôt en fait. Ah non, non exactement, ouais. Ça peut arriver le lendemain matin. Du coup, je suis avec mon copain, je dis écoute, de toute façon, je suis dans un entre-deux. Oui, tu vas pas t'arrêter de vivre en attendant un retour. Et à l'époque, j'habite dans le 9e, donc on va dans un bar de quartier dans le coin. D'accord. Et puis juste à un moment donné, je crois qu'il va aux toilettes.
Et moi, forcément, comme on fait tous, check tes mails. Je regarde mon téléphone et je regarde mes mails. Et là, je vois, je regarde quand même ce sujet qui était quand même un peu présent. Et là, je vois ça et je me dis, et il revient, je lui dis, bon, c'est reparti. On en parlera peut-être après, mais je pense que c'est le bon moment. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui cèdent, qui se posent la question de est-ce que je le dis à mes proches, à mes amis, des fois à mes enfants aussi. Toi, ton état d'esprit là-dessus, c'est... Moi, j'avais à l'époque une petite fille qui avait 1 an et demi, donc c'était pas un sujet. Moi, je l'ai dit à mes proches, à ma famille, mais j'ai pas communiqué le montant. Pourquoi ? Parce que on vient pas d'un monde où ces sommes-là d'argent, sont entendables. Enfin, sont pas entendables. Sont projetables. Déjà, je me souviens à l'époque quand on faisait des levées de fonds et que on était repris dans la presse. Et je me souviens à l'époque quand on était notamment à New York à Techstars, j'avais été repris par de la presse locale vers chez moi, avec en gros 2 entrepreneurs originaires des Deux-Sèvres ont levé des millions, machin. J'arrivais j'allais vers chez moi, j'allais voir des copains dans des bars et ceux qui me connaissaient, parce que j'ai grandi là-bas, je connaissais plein de gens. Oui, et puis les gens comprennent pas que c'est de l'argent pour la boîte et pas le tien. Exactement. Est-ce que j'entends, parce que c'est quand même quelque chose d'assez singulier, monter une start-up, voilà, c'est un peu particulier. Et donc, en sachant ça, en fait, c'était de me dire, je vais dire que je l'ai vendu parce que c'est important pour l'histoire de la boîte, etc. Et puis maintenant, je fais autre chose, donc à un moment, il va bien falloir... Exactement. Mais le montant, ça, je l'ai gardé. J'ai gardé pour moi. Et j'ai quelques proches entrepreneurs avec qui on en a parlé parce que je sais c'est des choses sur lesquelles on peut partager. Mais je suis resté assez restreint par rapport à ce sujet. Et tu avais, avant la session, échangé avec d'autres entrepreneurs qui étaient passés par là? Ah oui. C'est assez clé. Et en fait, nous, les débuts de l'entrepreneuriat, on les a commencés. J'ai jamais été seul dans un bureau avec mon associé. J'ai toujours été avec d'autres startups dans une même salle. Et donc, le côté partage entre pairs, c'est une des clés pour moi de la réussite. Et appréhender ces process M&A, c'est encore plus clé de partager. Ouais. Et d'écouter Cash-Out. Maintenant, voilà, tu peux ne pas avoir de ça n'existait pas. Non, à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Non. Non, mais c'est pour ça qu'on le fait. Merci de le partager aujourd'hui, parce que c'est précieux pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en plein dedans et qui du coup réécoutent souvent tout depuis l'épisode 1. C'est plus de centaines d'heures de learnings. Ouais. Donc merci, je le dis à chacun de vous, mais merci de partager. Je propose qu'on fasse un petit flashback pour comprendre ce qu'est la boîte, ce que va être sa trajectoire, qui va l'amener à la session. Si ça te va, on part avec, mais je sais que ça te va, on part tout de suite avec Deep Purple, Highway Star. Yeah. Ils étaient en concert la semaine dernière. J'ai vu ça, ouais. Au Zénith, non? Ouais. Alors, je l'ai raté, mais je les ai vus il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Petit tips, quand on tourne, on dit toujours 1 mois de plus à peu près. Ils étaient en concert il y a 1 mois et 1 semaine. Je vais pas donner la date. Ouais, mais les gros connaisseurs vont dire. En tout cas, ils sont en forme. J'en profite. 75 ans. Hein. Ah, c'est fou. Et je sais pas ce qu'ils prennent après. C'est le régime métalleux. Mais j'en profite pour remercier les auditeurs qui, quand Imagine Dragons passait en concert, m'ont envoyé tout de suite l'info que la billetterie était ouverte. Donc voilà, si vous êtes encore derrière vos écouteurs, merci. Le deuxième métier de Tom, c'est chef d'orchestre. J'adore. C'est pas DJ, tu vois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont DJ maintenant, mais toi, c'est chef d'orchestre, vraiment. J'ai jamais touché une platine.
Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que tu es chanteur dans ce fameux groupe à l'époque, et j'étais persuadé qu'à un moment, t'allais nous mettre un petit... Alors, tu sais, moi, c'est un groupe de métal, donc j'avais un chant gluttural. Ouais. Donc ça aurait été un peu particulier si Et puis je sais plus si je sais vraiment le faire encore. C'est le moment tuto chant gluttural. J'espère qu'on va t'entendre quand même. Il te reste encore une petite heure pour nous montrer. Pour m'échauffer la voix. Donc là, on est là pour raconter avec ce son les débuts de la boîte. T'as envie de manger le monde. Ouais, alors déjà, comme je l'ai pu expliquer, je monte ça avec un pote d'enfance. Avec qui déjà on était impliqués quand on était jeunes dans l'organisation de concerts, monter des assos dans l'environnement, etc. Et lui, à l'époque, il est en train de finir sa thèse à l'université de Cambridge en informatique. Et c'est sur ses travaux de thèse qu'on va monter la boîte. Et moi, je viens juste d'arriver sur Paris et j'ai commencé à travailler. Donc c'est vraiment le petit provincial qui a fini ses études et qui monte à la capitale commencer pour travailler. Et alors vous connaissez, certes, mais donc il a ce projet de thèse. Qui se dit on transforme ça en boîte, et en l'occurrence, pour faire quoi? Exactement. Écoute, ça vient de lui. Je m'en rappelle, il m'avait dit à l'époque, il finit Epita et il se dit, en fait, je vais faire une thèse parce que je veux avoir de l'impact. Et puis au bout d'un moment donné, quand il commence sa thèse, il me dit, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas grand monde qui va lire mon papier, et je pense qu'on peut monter une boîte là-dessus. Et sauf que tous les deux, on n'a pas d'expérience professionnelle, tu vois, on sort juste de nos études. Et néanmoins, on est assez complémentaires. C'est-à-dire que lui, il maîtrise la partie technique, etc., tous ces enjeux-là. Et moi, j'ai un profil beaucoup plus commercial, de bizdev. Et donc là-dessus, on sait qu'on est beaucoup plus extraverti et on sait qu'on est complémentaires. Et pour la petite histoire, et c'est véridique, hein, on me rappelle, on est au Trabendo, une salle à côté du Zénith. Un concert. Et ça fait un moment qu'il m'en parle en me disant, lui, il est encore à Cambridge, en me disant, ça te dit pas... qu'on monte le truc ensemble. Moi, j'avais commencé à l'aider sur un business plan, à y travailler, mais plus en mode, j'apportais du goodwill, c'est un copain, voilà. Et on se tape dans la main, je me souviens, en buvant des bières à ce concert, en disant, vas-y, on y va. Et donc, moi, ça fait à peine un an que j'ai commencé à travailler sur Paris. Et donc, on se lance dans l'aventure et on se jette à l'eau. Donc, tu quittes ton job. Ouais, tout à fait. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Donc, je connais rien. Je connais rien. Et coup de bol à l'époque, quelque chose qui a été vraiment game changer pour nous, et je pense pour l'écosystème en général en France. Il y a une asso qui s'appelle Silicon Sentier, qui existe, qui fédère les acteurs du digital en France, et qui décide de se dire, tiens, on va créer une structure qui ressemble à Y Combinator et Techstars aux États-Unis. Et qui va être à l'origine ensuite de The Family, du Numa. Exactement. Et pour nous, ça a été... Le camping. C'était vraiment game changer parce que je pense que ça correspondait vraiment à l'état d'esprit dans lequel on était et qu'on est toujours, avec des codes anglo-saxons, avec le fait de travailler ton ambition, ne pas avoir de limites. Je me souviens à l'époque d'une personne du staff du camping de Silicon Sentier qui racontait pourquoi ils avaient créé ça. Il disait, on veut créer un accélérateur parce que on veut que les entrepreneurs français cassent le plafond de verre et aillent au-delà des frontières et pensent comme des Américains, grosso modo. Et nous, c'était parfait parce que on avait vraiment une technologie qui avait vocation à être globale, et ça a été vraiment radical pour nous. Mon cher, transition parfaite. C'est quoi la techno? C'est quoi le produit? C'est quoi la boîte? Écoute, ça s'appelait Infinite. C'était une solution de transfert, de stockage de données basée sur une techno peer-to-peer, pour faire simple. Okay. Et donc, on a lancé 2 produits. Alors ça, je pourrais expliquer ma stratégie, mais grosso modo, un produit de transfert de fichiers sans volume, sans restriction de taille et beaucoup plus rapide que des technos existantes. Ça permettait grosso modo d'envoyer des fichiers d'un ordinateur à un autre sans passer par le cloud. Parce qu'en fait, grosso modo, quand tu utilises un WeTransfer, quelque chose dans le genre, la donnée, tu vas la mettre sur un serveur et après derrière, toi, tu vas le télécharger depuis le serveur. Et nous, ça allait directement. C'était proche d'Emule ou de Mega ou... Alors, ça ressemblait, effectivement, sur la philosophie des algos, à du BitTorrent, de la blockchain qui arrivait après. Donc, on était sur des philosophies d'algorithmique qui étaient similaires à ça. Et donc, c'était vraiment de la deep tech, entre guillemets, là-dessus. À ce moment-là, il y a des concurrents au niveau international. Qu'est-ce qui va faire la diff et permettre à la boîte de cranter quelques points? En fait, au début, on a cette vision surtout de solutions de stockage de données distribuées.
c'est-à-dire de permettre à n'importe qui de se dire je vais créer mon espace de stockage avec mon ordi qui est là, un NAS qui est là-bas, un peu dans le cloud, etc. Et en fait, on lève un peu d'argent et pas assez. Et de toute façon, on se dit, si on veut faire ça, on est dans un tunnel pendant 2 ans. Et donc, faut qu'on ship un produit avant. Et donc, on se dit, on va prendre une partie de la technologie pour adresser un autre enjeu et qui va nous permettre de travailler en sous-jacent sur ça. Et on va adresser l'enjeu de transfert de fichiers. Et donc, à l'époque, surtout sur la partie transfert de fichiers, parce que sur la partie stockage, il y a Dropbox, Box, c'est les prémices du cloud qui sont quand même là et qui sont déjà assez gros. Mais sur la partie transfert de fichiers, on a des WeTransfer, Like, on a d'autres solutions professionnelles qui se développent. Et donc, on a aussi tout des enjeux de se faire émerger parce qu'on est des petits Français avec notre techno. Oui, mais il n'y a pas toute la pédagogie à faire sur l'intérêt et l'usage. Si, parce que le cloud reste encore quelque chose de pas encore assez... je vais pas dire, c'est pas marginal, mais c'est pas aussi déployé que ça l'est aujourd'hui. Oui, mais t'es pas obligé d'expliquer comment tu le fais. L'important, c'est à quoi ça sert. T'as besoin de transférer un fichier. Non, exactement. Ouais, tout à fait. Mais il y a quand même un gros besoin marketing sur le fait de comment tu différencies par rapport à un WeTransfer qui était encore très connu à l'époque et bien en place. J'aime bien montrer que les trajectoires sont pas ascendantes et rectilignes. Là, t'es là parce que t'as vendu ta boîte, on parle de millions d'euros. Mais parfois, la limite est fine entre la réussite et l'échec. À quel point t'as frôlé la ligne ? Combien de fois ? Et combien de fois, ouais. Eh bien, j'ai envie de dire qu'à chaque levée de fonds, quand l'argent est arrivé chez nous, je pense qu'on rasait le cash out. Le crash out. Ouais, parce que grosso modo, c'est toujours pareil. L'écosystème est pas pareil. C'est-à-dire que les levées de seed sont pas celles qui existent maintenant, ou en tout cas existaient avant 2021 ou 2022. Donc nous, on lève au début un premier tour à, je sais pas, 150 000 euros. Alors, mon associé et moi, on vit sur notre pôle emploi. Alors, on n'a rien, mais à l'époque, on est jeunes, donc de toute façon, on n'a quasiment pas de frais, on n'a pas d'enfants, on vit dans les petits appartes, ça nous va. Donc, on a moins de moyens. Et j'ai oublié ta question. Ma question, c'était à quel point vous avez frôlé la ligne. Ah oui. Et la question de Sacha, c'est combien de fois ? Encore mieux, c'est combien de fois ? Ouais, et donc, à chaque fois qu'on sort dans un process de levée de fonds, on est forcément trop optimiste. Déjà, on se dit, attendons un peu parce qu'on va pouvoir atteindre ce jalon qui va nous permettre d'être encore plus sexy et valoriser la boîte. Moins dilué, ou en tout cas plus séduisant, ou les deux. Et chose qui, en fait, tu peux attendre ad vitam aeternam, en fait, parce que tu es toujours dans un processus perpétuel. Et puis de l'autre, forcément, t'as tellement de cailloux qui se mettent dans ta chaussure sur un process de levée de fonds. Que finalement ça prend un mois de plus, c'est un mois de cash, ouais. Et encore quand on passe par le camping, on passe par un stage commando de la levée de fonds entre guillemets, même après Techstars, etc. On est quand même rodé à ça, mais néanmoins c'est que ça reste des processus qui sont chaotiques, c'est jamais facile de lever de l'argent et donc ça dérape toujours un peu. Et donc, à chaque fois, on passe pas loin du cash out. Je vais te poser une question que je crois que j'ai jamais posée, moi, ici. Combien coûte un pain au chocolat ? Non, mais je pense qu'il y a intéressante pour quelque chose, je pense que beaucoup d'entrepreneurs vivent. Combien de fois, qui est un peu indiscrète, mais je la pose quand même. Combien de fois tu as demandé des échelonnements de paiement à l'URSSAF ? Combien de fois tu n'as pas pu payer ton URSSAF ? Alors nous, 0 fois. D'accord. Non, on l'a jamais fait ça. Mais parce qu'on est passé pas loin, mais on est quand même rentré dans les clous. D'accord. Mais ceci étant dit, je pense qu'on aurait peut-être dû le faire pour se donner un peu de respiration et être plus à l'aise sur des phases comme ça. Je pense après, quand t'es au four ou au moulin, t'oublies un peu les perspectives que tu peux avoir. Mais j'ai souvenir, par contre, sur quelque chose un peu similaire, parce qu'en fait, c'est comment tu te mets un peu de respiration. On avait à l'époque la BPI, où je me rappelle, il y avait une aide qui, quand tu es en phase de levée de fonds, il te donnait, ou tu montrais une LOI, je crois qu'il te donnait un peu de cash pour justement avoir un moment de respiration là-dedans. Et donc, on avait eu ça, je me souviens, sur la dernière levée de fonds, qui nous avait permis de passer des phases de négo de manière un peu plus tranquille. Parce que sinon, finalement, il y a trop de risques que ça se ressent dans les phases de négo et sur lesquelles, du coup, ça implique sur les conditions que tu peux avoir derrière. Ouais, ça, c'est dangereux, ça. Ouais, exactement. Quand ça se ressent. Ouais, quand ça se ressent, quand tu dors mal et que les mecs le voient. Ouais. Donc là, tu as de learning, c'est
anticiper quand on a besoin de se financer avec des levées de fonds, c'est de les anticiper, de prendre un peu de marge. Et deuxième, c'est de effectivement pas te retrouver. Enfin, c'est un peu lié, mais c'est de pas se retrouver quand t'es en phase de négo de ta levée de fonds, de pas se retrouver au pied du mur, out of cash. Ouais. Si tu repenses à toutes ces levées, est-ce que tu avais un truc à toi pour essayer d'accélérer le process? Alors, quelque chose qu'on a fait dans les premières fois et qui n'était pas voulu, qui a très bien fonctionné, c'est qu'en fait, il s'avère que au moment où on commence le roadshow, on fait les premiers rendez-vous, la semaine d'après, on a une grosse release dans la presse. Et donc, on est repris partout. Et en plus, je me souviens à l'époque, en plus, on se fait un pari. T'habilles à marier de ouf. Ouais. Et en fait, on fait un pari, c'est que on avait pris une agence de com sur une agence de RP, pardon, sur une release précédente. C'est toujours un peu compliqué de valider est-ce que c'est vraiment rentable ou pas, parce que forcément, ça peut te ramener un article ou 10, mais après, qu'est-ce qui te ramène vraiment d'utilisateurs, enfin bref. Et donc, je m'étais dit, tiens, en fait, je sens que c'est un play long terme, donc je vais investir du temps là-dessus, parce qu'à partir du moment où j'ai la relation avec les journalistes, c'est quelque chose qui va durer, etc. Et donc, je passe beaucoup de temps. C'est un vrai pari, parce que ça aurait pu être un crash. Finalement, ça marche très, très bien. Et il s'avère qu'on commence à lever de fonds à ce moment-là aussi. Et donc, au moment où tu vois les investisseurs, donc dans le process, donc ils vous rencontrent, c'est un premier rendez-vous avec puis du coup ils se renseignent, des analystes ou des chargés d'affaires. Ils en parlent la semaine d'après en comité d'investissement, en comité de deal flow, comme on dit dans les fonds d'investissement. Et au même moment, on est partout dans la presse. Donc forcément, tu génères un momentum qui est, je vais pas dire qui pourrait être créé de toutes pièces finalement. Ça, alors évidemment ils font leurs recherches, mais c'est des choses que tu envoies. Ah non, ils le voient d'eux-mêmes. Ouais. Ah, on sort dans du Madinez, à l'époque, tu avais du Presse Citron aussi qui tournait bien, dans les échos, on est sur TechCrunch, on est sur tous les médias un peu traditionnels qui parlent des startups. Donc les fonds, ils sont forcément branchés à ça. Pour eux, c'est une source d'opportunités potentielles de deal. Donc les gens qui nous ont croisés les 2 dernières semaines et qui voient que derrière, on est partout dans la presse, forcément, tu montes sur le dessus de la pile par rapport à plein de boîtes qu'ils voient. Parce que les fonds d'investissement, ils voient plusieurs dizaines de boîtes en parallèle. Et donc, le truc, c'est comment tu arrives à monter sur le dessus de la pile. Mais je pense que lancer une action de communication en parallèle de ton roadshow, c'est quelque chose de pas inintéressant. Je propose qu'on passe à l'étape d'après, c'est toute cette phase où il va y avoir des négos, réussir, rater, et on va montrer un peu les montagnes russes, à commencer par les négos avec Dropbox. On part avec La Californie de Julien Clerc. Tu veux que je chante? Je l'ai même en mode karaoké. Tu veux que je la chante en version métal? Vas-y. Non, je ne ferai pas ça. La Californie se dort près de la mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie, la Californie. Bon, ça me paraît clair. Direction la Californie. C'est ça, tout à fait. Raconte. Écoute, à l'époque, on a pareil une release qui est largement reprise dans la presse. Je sais plus, en 2 semaines, on a plus de... On est en quelle année? On est en 2015. On a plus de... À 1 an de la session. Exactement. On a plus de 200 parutions en 15 jours. On s'est largement repris. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Et on devient visible par les gros du secteur. Vers ce biais-là. Donc c'est un appel entrant. Et donc à l'époque... À ce moment-là, pardon, la boîte, ça représente quoi en chiffre d'affaires, en clients À l'époque, on est sur l'outil de la solution de transfert du fichier uniquement. On parlera du stockage qui arrivait après, je vous dirai pourquoi. Et je crois que sur ce lancement, on est en 12 mois, on doit avoir environ pas loin de 2 millions d'utilisateurs. On n'est pas encore passé dans la phase de monétisation.
Ok. Et à l'époque, on lance la partie mobile, parce qu'on n'était que sur desktop. Et là, on est largement repris, même dans des médias un peu mainstream. C'est assez marrant. On est en France sur Télématin, tu vois. Donc, c'était cool parce que mes grands-parents peuvent enfin comprendre ce que je fais. Ils m'ont vu en live Infinite et même ma grand-mère s'est dit je t'ai vu avec William Lémergie. Ah, mais tu travailles vraiment. Ouais, c'est ça. Ça, c'était sympa. Et puis, pareil. Il y a une grande chair quand même, William Lémergie, là, quand même. Un peu, ouais. Et donc, on est vu aussi par William Lémergie et Dropbox. Voilà. Et en fait, on est vu par le core dev de Dropbox et on se fait approcher, ils veulent comprendre un peu ce qu'on fait. Donc on leur explique sur l'outil de transfert de fichiers, quelque chose qui finalement, à l'époque, Dropbox, donc les solutions de stockage cloud, quelque chose qui peut compléter leur offre, mais aussi ils comprennent un peu ce qu'on a dans les tripes. Et donc on a cette solution, cette techno de stockage distribué et sécurisé qui, forcément, nous on le sait, peut avoir générer une plus-value intéressante pour leur business. Dropbox, ouais. Et donc, un process s'engage. On n'a jamais vécu ça. Nous, on est des doers, donc on fait les trucs nous-mêmes. Je te l'ai dit sur la partie levée de fonds, on s'est jamais fait accompagner. Sur la partie RP, on s'est dit, vas-y, on le fait nous-mêmes parce qu'on est les mieux placés. On a ce côté-là un peu trop entrepreneur de vouloir tout faire soi-même, entre guillemets. Alors que des fois, vaut mieux avoir se libérer du temps pour Exactement. Ouais. Et donc, on part encore bille en tête là-dessus. Et ça va assez loin parce qu'on a plusieurs voyages en Californie pour un peu voir les gens de Dropbox là-bas. Quelques questions simples. Déjà, la première prise de contact, c'est qui chez Dropbox et qui te raconte quoi? C'est le core dev, donc c'est un département chez Dropbox qui est en charge des fusions-acquisitions. Donc c'est relativement clair l'objet. Exactement, mais il y aura une subtilité. Et donc c'est eux effectivement qui voient effectivement qu'on est satellitaire à leur business, etc. Donc ils nous font venir aux US, on a des échanges. C'est tout frais payé, venez. Ouais, ils payent les billets d'avion, etc. À l'époque, c'est mon associé qui y va d'ailleurs. On réfléchit, on rencontre sur place certaines personnes des équipes. C'est ton associé qui y va, donc il y a plus d'intérêt à aller défendre la technicité du produit à ce moment-là que d'être en représentation plus business. Il y a un peu les deux. De toute façon, moi, mon associé, on représente les deux parties également. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc on a ces enjeux-là. Nous, forcément, on voit bien l'intérêt. Je dis la Californie avec tout, je dirais, l'enthousiasme de la chanson de Julien Clerc. Ouais. Tu vois, on se dit aussi, tiens, ça peut être une belle histoire de s'adosser à quelqu'un comme Dropbox. Ça va faire quand même 5-6 ans qu'on est sur le projet. Donc, en termes d'endurance, tu vois, t'es quasiment, par rapport à un marathon, t'es pas loin des 30 km. Donc, tu commences un peu à avoir les jambes lourdes, être un peu usé, surtout que, comme je vous l'ai dit, on est passé à chaque fois pas loin du crash, entre guillemets, même si c'était maîtrisé, mais quand même, t'es pas sur quelque chose qui roule et t'as rien à faire. Tu commences à te poser des questions. Au 30e kilomètre du marathon, c'est là où, dans ta tête, tu... C'est ça. Ouais. Exactement. Et ça va même... T'en as peu qui franchissent la ligne d'arrivée en 5 ans aussi. Hein. Alors, c'est vrai. Ouais. Je le rappelle. Exactement. Des Kenyans. Et où ça va même plus loin, c'est qu'on envoie même les équipes là-bas se faire interviewer. Donc ça veut dire que nous, en amont, parce qu'au début, on garde ça entre uniquement Julien et moi, on diffuse pas ça aux équipes. Voilà, faut qu'on reste chacun reste dans sa ligne d'eau, entre guillemets. Et à un moment donné, quand on voit qu'ils nous payent des billets d'avion, donc on se dit, bon, les mecs nous payent des billets d'avion, ça veut dire que c'est bien engagé, ça peut être bien engagé. Ils veulent voir les équipes, on voit les équipes là-bas, qui se font interviewer, qui voient un peu les trucs et tout. Qui se font débaucher. Non, mais ça aurait pu être un risque, franchement, quand avec du recul, tout à fait. Et en fait, à un moment donné, on se dit, en fait, ça mène nulle part. On n'a pas de chiffres qui sont sur la table. En fait, on commence à se rendre compte que, en fait, finalement, on n'a pas en réalité quelqu'un en interne qui gère une BU et qui a besoin de notre techno, en tout cas qui perçoit la valeur ajoutée. Tu vois, on est baladé à rencontrer certains, mais je pense qu'ils se demandent aussi ce qu'ils font là. C'est le core dev qui leur dit, tiens, rencontre cette boîte. Je dis, ok, bon, j'imagine qu'il a autre chose à faire. Pour autant, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et en fait, on décide de couper court parce qu'on se dit, en fait, il y a que le core dev qui est en train de faire son boulot, mais il y a personne en interne qui comprend vraiment ce qu'on peut leur apporter, et donc ça peut nous emmener dans le mur. Et donc on arrive, et donc ça c'est un process qui a peut-être duré 2-3 mois au total, facile, donc quand même très défocus. Nous, au niveau business,
Au niveau mental, perso, pareil, parce que tu t'imagines un peu ce que ça peut éventuellement générer. Californie. Exactement. T'avais un banquier là? Mais non. C'est ça D'accord. la première erreur, c'est qu'on part bille en tête et on se dit pas, et parce qu'on se dit qu'on est les plus forts, on est les plus beaux, et qu'on se dit pas qu'un intermédiaire peut nous aider. Et donc ça c'est le premier élément qu'on changera par la suite. Et le deuxième, en fait, on le sent dans nos tripes. Et donc, quand on décide de couper court aux discussions, c'est juste une résultante de ça. Mais on se dit, en fait, il y a que le corps dev qui nous regarde. Il n'y a personne en face qui a trouvé un vrai use case, business, pour la techno qu'on développe. Ouais. Et donc, on dit, on arrête. Et de toute façon, au pire, ils reviennent vers nous si jamais il y a quelque chose. Et en fait, ça ne s'ouvrira pas. Je prêche pour aucune paroisse, mais effectivement, learning important, je pense. Te faire accompagner, oui, parce que tu peux avoir un professionnel au milieu qui t'aide à gérer plein de choses, mais déjà, même assez basiquement, te faire gagner du temps à un moment où, comme tu l'as dit, c'est ultra important de rester focus. T'es en train même si ça va au bout, tu es en train de vendre ta boîte et il faut que tes chiffres, il faut que tout soit nickel pour pouvoir vendre dans les meilleures conditions, quoi. Et tu peux pas et c'est difficile de faire les deux à fond, quoi. C'est impossible, ouais. C'est pas facile quand tu te projettes, la Californie, une boîte comme Dropbox, qui a une belle renommée aussi, de se dire j'arrête. Est-ce que tu vas tenter un dernier truc pour valider que définitivement, faut plus y consacrer une seconde? Ah ben on ferme la porte. Et si on les voit revenir, là on pourra peut-être se reposer des questions. Mais en fait, on se radicalise dans nos échanges, entre guillemets, en fermant la porte. Ta manière de fermer la porte, bon, j'imagine qu'elle reste cordiale, oui. Mais tu dis quoi? En fait, on dit s'il n'y a pas de chiffre sur la table, s'il n'y a pas une term sheet avec un chiffre, et puis même une term sheet d'une page, en fait, on n'avance plus dans les discussions. Et en fait, un banquier avec nous, c'est la première chose qu'il aurait faite day one, finalement, en disant, attendez, avant de mobiliser du temps au management, c'est quoi les grands termes, c'est quoi les use cases, et de quoi on parle, c'est quoi la fourchette, plein de choses qui font que ton banquier va te dire ok, c'est bon, tu peux allouer du temps à parler à ces gens-là parce qu'il y a des perspectives qu'une probabilité plutôt importante, quoi. Et puis la possibilité de voir plusieurs acteurs aussi. Définitivement. Mais parce que là vous étiez vraiment mono. Tous les deux, tous les deux, et puis on était dans. Non, mais une seule discussion avec un seul acquéreur. Ouais, c'était pas un process que nous on avait appréhendé, c'est quelque chose d'entrant. Oui, mais même. Non, à l'époque, ouais. Et puis étant donné qu'on n'a pas de prix, puis qu'en fait on est en train de gérer quand même le business, les équipes, etc. On peut pas non plus aller jeter des bouteilles à la mer chez d'autres acquéreurs potentiels. En tout cas, on l'a pas encore amorcé. Ouais, d'accord. Donc toutes les erreurs. Donc là, on est 2015. Ouais. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, ça, on doit fermer la porte, je crois, dans l'été, courant juillet ou fin juillet. Et donc, on prend quelques jours de repos en août. Et c'est quand même, tu ressors de là un peu lessivé parce que forcément, ça mène à rien. Faut se relancer. Et en plus, d'un point de vue business, on a un peu la creusée des chemins. On se dit qu'on a, à l'époque, maximum 12 mois de cash, sachant qu'on commence à maîtriser un peu l'exercice de la levée de fonds, donc on sait que ça prend du temps. Qu'on est à un moment donné, d'un point de vue produit... 12 mois, t'es pas encore pris à la gorge. Non, mais tu sais qu'un process, ça dure au moment où tu commences le premier rendez-vous et t'as l'argent en banque, t'as bien entre 6 et 12 mois, ou entre 6 et 9 mois. Donc en fait... il va falloir commencer à faire le slide deck, les BP, itérer, tout ça prend du temps pour être vraiment préparé. Et d'un point de vue business, on arrive aussi à la croisée des chemins où, je vous ai dit, on a un peu plus de 2 millions d'utilisateurs. On a une masse assez critique pour commencer à monétiser. On est sur des modèles, on va être en free. En tout cas, on envisage au début d'être en freemium. On sait que c'est un pourcentage un peu minime qui va payer potentiellement. Et on sait que ça va prendre du temps. Donc là, d'un point de vue business, on se dit, on a deux choix. Soit on commence la monétisation avec le temps que ça va prendre, et on sait que ça marche jamais comme ça, qu'on va tester des trucs, il va falloir trouver des subtilités. Il y a les modèles freemium, il y a les modèles de free trial, il y a plein de choses à tester, puis ça prend du temps. Et franchement, je pense que tu peux mettre au moins 2 ans pour le tester. Et donc là, on se dit, on a grosso modo 3-4 mois, et après on part en roadshow. Et donc, est-ce qu'on fait ça avec le risque une grosse probabilité qu'on n'ait pas des métriques aussi importantes, et donc que le roadshow va être complexe, ou soit, deuxième stream, on commence à être pas loin d'une V1, de notre solution de stockage distribué,
Et là, on a quelque chose à jouer. C'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est le marché du stockage, qui est beaucoup, beaucoup plus important, beaucoup plus profond que le marché du transfert du fichier. Et donc, vous évaluez à combien à l'époque ? Je me souviens plus, honnêtement. Mais c'est énorme. Mais c'est très gros, c'est très important, ouais. Non, honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Je pourrais te dire, mais c'est un gros chiffre. Il y a ça. Et derrière, d'un point de vue un peu plus, on va dire, stratégique, on sait aussi que c'est forcément plus facile de vendre une perspective sur un nouveau produit qui n'existe pas, de vendre du fantasme, que sur un produit qui est déjà on track et qui galère à trouver d'attraction. Et donc là, on se dit, on va relancer un produit. Et donc, là où on est quand même beaucoup plus véloce, c'est qu'on a, entre-temps, on n'en a pas trop parlé encore, mais quand on est sorti du camping, on est passé par Techstars aussi. Donc on a quand même, et à l'époque, Techstars, par rapport à ce que c'est aujourd'hui, ça n'existe qu'aux États-Unis. C'est forcément très très exclusif. Nous, à l'époque, dans notre batch, on est les seuls Français. Et donc, quand même, en 3 mois d'accélération, on comprend déjà ce que ça veut dire l'accélération de start-up, c'est-à-dire qu'on vit vraiment quelque chose de, même physiquement, quelque chose de très dur, de très intense, mais qui nous fait gagner 2 ans en termes de vision business et de réseau. C'est beaucoup plus puissant qu'un accélérateur en France. Surtout à l'époque, les débuts du camping, ça tâtonnait sur les modalités, etc. Et puis, la force d'un accélérateur, pour moi, c'est son réseau. Et donc, forcément, l'écosystème américain est beaucoup plus mature que l'écosystème français qui plus est à l'époque. Et donc, nous, à l'époque, on rencontrait, il y avait les fondateurs de DigitalOcean qui étaient à New York, avec très potes. Moi, j'ai rencontré un mec que je connaissais pas à l'époque, mais qui est ultra connu, Gary Vaynerchuk. C'est vrai que tu le vois en one-to-one. Moi, j'ai halluciné. Je dis, c'est quoi ce mec ? Enfin, tu rappelles sa boîte ? C'est Gary Vee, il a monté une agence de médias qui est gigantesque. Et puis avant, il a fait partie des premiers investisseurs de Twitter aussi également. C'est un énorme influenceur. Si vous le regardez, exactement. Moi, je l'ai vu pendant une demi-heure. C'était genre, je suis ressorti, mais je dis, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? C'était une expérience. Et donc, tout ça pour dire que lancer un nouveau produit par rapport à lorsqu'on avait lancé le produit de centre de fichiers, nous, on est beaucoup plus préparé à ça. Et donc, on est très, très véloce. Et tout de suite, on se met en ordre de marche pour commencer à avoir des POC, des marques d'intérêt avec des grosses boîtes, parce qu'on a aussi beaucoup de réseaux. Et donc, en fait, pour pallier à cette... parce qu'initialement, on palliait à une frustration d'avoir loupé une potentielle transaction avec Dropbox, on a un petit coup dans l'eau, mais en fait, on se dit, faut se relancer. En fait, le plus important, c'est de rester en mouvement et finalement de relancer un projet encore plus grand et de relancer enfin notre vision qu'on avait depuis le début, une solution du stockage distribuée à travers le monde. Ça, c'est pas le storytelling que tu refais après coup. Day one, c'était l'objectif. C'était l'objectif. Ouais. Si vous regardez la thèse de mon associé Julien, c'était exactement c'est grosso modo, sans vous expliquer toute la thèse, mais c'est comment on peut garantir l'accessibilité et l'intégrité d'une donnée dans un réseau de stockage décentralisé où il n'y a aucun nœud qui est master, où il y a même des nœuds qui peuvent appartenir à des ennemis. Comme beaucoup de thèses, on ne comprend pas les titres. Voilà. mais c'était très tech, mais c'était vraiment la vision initiale, c'était vraiment ça. Et juste pour faire un parallèle rapide, mais par rapport à des solutions comme BitTorrent, que certains ont pu connaître à une époque, où finalement la donnée, alors c'est du peer-to-peer, mais en fait, si une donnée n'est pas téléchargée, elle va disparaître en fait dans le réseau. Plus elle est téléchargée, plus elle est disponible, mais moins elle est téléchargée et plus elle disparaît. Nous, on avait une technologie peer-to-peer qui finalement garantissait l'intégrité et l'accessibilité de données à tout moment. Si tu as un nœud qui tombe, finalement, il y a des nœuds d'astreinte qui sont là. De toute façon, il y a des répliques qui existent sur d'autres nœuds, etc. C'était extrêmement... Tu étais déjà dans une approche blockchain, quoi. C'est exactement ça. Sur la philosophie, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Exactement. Ouais, c'est assez précurseur aussi. Va arriver Docker ? Arrive Docker dans un processus de développement. Je te dis, on s'est mis en ordre de marche pour lancer ce produit de stockage auquel on croit beaucoup, qui en plus va pour nous et va irriguer la prochaine levée de fonds. Et on va voir Docker parce qu'en fait, on adresse le même persona. Docker fait des outils pour des devs, des admin 6, et nous, ce qu'on propose, grosso modo, la proposition de valeur, c'est de dire on propose n'importe quel admin 6 en 3 lignes de code de générer une infrastructure de stockage distribuée, composée de ressources de stockage qu'elle maîtrise et d'autres qu'elle maîtrise moins dans le cloud. Et ça, pour le faire, l'alternative, ça prenait plusieurs semaines, et nous, typiquement, ça se faisait en 5 minutes. Et donc, on va aller voir en se disant, on adresse le même persona, il y a sûrement des choses à faire ensemble. De fait, ça a quelle valeur sur la durée ? Si tu leur fais gagner 3 semaines, ça a une valeur. Ouais. Mais sur la durée, ils pourraient se dire, on prend 3 semaines, mais ensuite on est autonome. Donc ma question, c'est quoi qui fait
que l'intérêt des clients prend sur cette promesse? La récurrence. Ouais, il y a la récurrence et puis il y a le fait d'avoir une infrastructure de stockage que tu maîtrises d'un point de vue sécurité, d'un point de vue infrastructure et qui est évolutive. C'est-à-dire que dès que tu as un besoin d'augmenter tes ressources de stockage, ça peut être soit très flexible parce que tu ajoutes du cloud dedans et ça va s'ajouter, soit t'as du pour les grosses boîtes qui ont déjà des serveurs, et ben tu les rajoutes dedans et tu vas finalement valoriser de l'infrastructure existante qui n'était pas actuellement. Et donc après, suivant les industries, il y avait une porosité, une appétence plus ou moins importante, et c'était un travail sur lequel justement on est en train d'avancer et à voir que dans les univers où il y avait beaucoup de data, ça prenait de plus en plus dans les univers de la vidéo, de l'animation, etc. notamment. C'est très important. Et on commence à penser à la distribution, qui est super important, la partie software, et donc à se dire, tout seul, ça nous demande beaucoup de moyens. On va aller voir aussi d'autres partenaires pour augmenter cette capacité à distribuer, dont Docker. Et donc Docker, on va les voir. Et ils nous disent effectivement, en termes de philosophie de produits, c'est similaire. Toujours pas accompagné. Après, toujours pas. Non, parce que là, on est dans le développement commercial. Ok. Donc, il s'avère que le fondateur de Docker, Salomon Hykes, il est franco-américain, qu'il est passé par Epita. Et donc, on a des accès, c'est des réseaux, quand même, on a accès facilement. Donc, on se parle et comprend tout de suite le potentiel de la technologie. Et donc, on commence à faire au bout d'un peu de discussion quand même, on se met d'accord pour faire un POC, déjà ensemble. Parce que eux, en fait, ils nous, et ça a été game changer, ils nous délivrent un pain qu'on n'avait pas identifié, qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est-à-dire que les containers de Docker, quand c'est dans le cloud, ça scale, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est on-premise, chez les serveurs des clients, et notamment des Fortune 500, etc., qui ne veulent pas aller dans le cloud pour des raisons de compliance, ils ne peuvent pas garantir le passage à l'échelle. Alors qu'avec Infinite, nous, on était totalement hardware agnostique, que ce soit dans le cloud ou on-premise, nous, on est capable de faire évoluer une infrastructure de manière assez flexible. Et donc, en plus, il s'avère que c'est des clients qui payent pour Docker. Et donc ça, on le découvre. Et donc forcément, on se dit dans un coin de notre tête... il y a une grosse valeur. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, quand on fait le POC, on rappelle avec Julien, on se dit... On se doute bien que c'est une sorte de due deal tech un peu cachée pour voir un peu comment on répond à ça et comment on délivre par rapport à ça. Et là, on commence tout de suite à en parler à des banquiers qui étaient proches de nous à l'époque, parce qu'en fait, il y a deux choses qui n'existaient pas avec Dropbox que là, on met en place. C'est qu'on a un use case business, c'est quand même la base, ça paraît un peu anodin, mais c'est ça. Et surtout, on a un sponsor. Et à l'époque, Salomon, il est plus CEO parce que c'est lui qui a créé Docker, mais il est plus CEO de Docker, mais il est CPO/CTO, donc il a quand même un poids encore important. Il est juste sorti de la gestion en mode CEO. Et donc on a un sponsor, on a un use case, et donc là on se dit, on va faire rentrer les banquiers d'affaires. Mais faut pas oublier qu'à l'époque, on est aussi en levée de fonds. Donc on est en dual track. Donc là on est sur quelque chose où on a quand même des discussions avancées, on a des LOI qui tombent. Je sais plus, à l'époque, on part pour lever, je crois, une dizaine de millions. On doit avoir commit 7 ou 8 millions, un truc dans ce genre. Donc t'es bien avancé. Ah ouais, on est bien avancé, ouais. Ouais, on sent que la solution qu'on propose, ça prend. Il y a qu'en plus, même si la première solution de transfert de fichiers, elle n'est pas exactement dans le même marché, mais néanmoins, ça valide la véracité de notre technologie, parce qu'en fait, la barrière à l'entrée, elle est là. C'est pas tout le monde qui peut créer une solution de transfert de fichiers, de stockage de données, décentralisé, quelque chose de très compliqué. On a les talents, surtout en interne. On a aussi les bonnes personnes pour la développer. Et puis, on a déjà notre premier produit. Et donc là, on a ce dual track. Donc l'année 2016, c'est une année intense, parce que on a développement produit, levée de fonds. On commence à sentir les prémices d'un potentiel process M&A. Et puis moi, à titre perso, c'est anecdotique, mais je le dis parce qu'on est dans le partage entrepreneurial. Moi, je suis en train de me séparer de la maman de ma fille. C'est des choses qui arrivent. Il s'avère qu'elle veut... Ça rajoute du... Il s'avère qu'elle veut partir, et elle le fera après, assez loin de Paris. Et donc, je sais qu'en 2016, je vais aussi passer devant le juge des affaires familiales parce que j'ai envie de contester ce truc-là, parce que j'ai envie de voir ma fille un petit peu. Donc là, je sais qu'on va avoir une année avec beaucoup de challenges. Et je sais plus, on en parlait au début en off, je crois. Et donc, je décide de me remettre au sport de manière intense en me disant, si je veux garder la tête froide, il va falloir physiquement être préparé comme un sportif de haut niveau.
Alors que Ça, c'est un gros learning. mais carrément, mais beaucoup pourraient se dire, du coup, j'ai besoin d'être focus sur ces sujets-là et ça va me prendre du temps et j'y alloue tout mon temps. Et en fait, cette petite prise de recul, elle va te conditionner à être plus endurant. Ouais, et en fait, c'est marrant. Je fais souvent le parallèle avec un truc. Alors, je sais pas si ça va vous parler. Le film qui s'appelle 127 heures ou 128 heures. Le mec qui part faire un footing dans les Et puis qui reste bloqué. Et en fait, à un moment dans le film, quand il se rend compte qu'il est vraiment bloqué, il sait que personne sait où il est, que voilà. Et il a 5 minutes de lucidité où il se dit, je vais mettre un timer parce qu'il faut que je m'hydrate toutes les 5 minutes, truc dans le genre. Et en fait, je pense avoir eu ce petit éclairage en me disant, bon, à titre perso, ça va secouer fort. À titre pro, on est sur un énorme point d'inflexion. Et pour l'avoir vécu avant, on sait que ça va secouer. Donc il faut que je pense à m'hydrater, en tout cas que j'ai une ressource qui vienne. Et je me souviens et me dire, ce que j'ai toujours fait beaucoup de sport et à plus ou moins assez haut niveau dans ma jeunesse. Donc je savais ce que ça impliquait. J'avais juste fait l'erreur quand j'avais créé ma boîte de me dire, j'ai plus le temps de faire du sport, qui était une énorme erreur. Et vraiment énorme erreur. Et là, je me dis, je sais que j'ai pas peur de me faire mal physiquement, donc je me remets et je repars à 2-3 fois par semaine à repartir courir et être là-dedans. Et heureusement. On est... Pardon, je te vois pensif. J'avais plein de réflexions. Juste pour continuer le fil de l'histoire. Donc, vous faites appel à des banquiers assez proches de vous et vous allez commencer à sonder. Exactement. C'est-à-dire que là, on sent que Docker, ça va partir, que il y a la levée de fonds qui est en place, qui devrait bien se passer, mais on ne sait jamais. Et puis, à nous, à titre perso, à se dire, si on lève des fonds, là, si cette levée de fonds, on y va au bout, on va atteindre un niveau de valo qui fait que ça va restreindre le potentiel d'acquéreur derrière. Parce que nous, à titre perso, à un moment donné, si on vend, il faut qu'on s'y retrouve. Et donc, tu sais que derrière, t'es dilué, t'as des actions de préférence qui sont sur la tête. Et donc, si tu vends pas un minimum ta boîte, je sais pas combien, plusieurs dizaines de millions, par exemple, pour toi, perso, t'auras rien du tout. Donc, on est aussi à se dire, pareil, on est à la croisée des chemins de se dire, si on fait cette levée de fonds-là, nous, à titre... Ça veut dire qu'on c'est pas garanti. On repart comme en 40, et c'est même pas garanti, même si on la vend à un prix, on va dire, acceptable, que nous, à titre perso, on s'y retrouve. Et qui plus est, là, on a passé la barre des 30 km du marathon. Les jambes sont toujours lourdes, parce qu'on a vécu des hauts et des bas, alors on est endurant, etc. Mais néanmoins, on sait ce que ça implique. Et donc, effectivement, avec on a des banquiers qui partent en process et qui, du coup, vont aller voir un peu, pas la terre entière, mais vont aller commencer sonder le marché. Et on doit, à l'époque... je sais plus combien de fois on pitch parce que il y en a sur lesquels tu t'entraînes, d'autres où c'est un peu plus ouais, puis il y en a que tu vas au bout, mais on a dû pitcher peut-être au moins 3 ou 4 boîtes avec qui il y avait une marque d'intérêt assez fortement exprimée. Pour projeter, parce que c'est pas toujours les mêmes typologies d'acquéreurs pour un même produit, mais en fonction des stratégies, ça peut être très varié. Est-ce que c'est très différent, les 4 acquéreurs un peu plus sérieux, est-ce qu'ils sont tous sur le même domaine, ou est-ce qu'en fait certains, là en l'occurrence, ils avaient cette solution chez Docker, mais les autres, est-ce que c'était sur d'autres marchés? C'est des boîtes qui sont dans le stockage ou pas très loin. Okay. Donc qui sont quand même dans notre secteur d'activité. On sait qu'on a une technologie singulière, très très innovante, avec une grosse barrière à l'entrée technologique. Et donc à l'époque, il y a une boîte française avec qui on parle, mais qui nous propose une valo qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre, mais de nos investisseurs. De toute façon, il aurait fallu qu'on crache la boîte plutôt de la vendre à ce prix-là. Et après, d'autres boîtes américaines avec qui on va assez loin, mais avec lesquelles nous, on a un doute, pas un doute, on a plutôt une conviction de se dire, en termes de culture, on est quand même très éloigné. Et en fait, on se dit avec mon associé, le premier jour, si on est acheté par cette boîte, notre équipe elle va éclater, parce qu'en termes de management et tout, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, old school. Et ça, on sait que c'est important, parce qu'on sait qu'on va sûrement avoir un earn-out sur la tête, etc. Peut-être conditionné aussi, ce sera un mix d'acquire, plus de notre techno, etc. Et donc ça peut... Et puis de facto, c'était des gens qui étaient avec nous depuis le début. On a eu très peu de turnover, on avait une culture de boîte qui était très forte.
Et donc, nous aussi, on voulait les emmener avec nous dans cette aventure et que ça fasse sens. Et donc, Docker restait, je me souviens, quand même une piste privilégiée parce que ça remplissait beaucoup plus de cases que d'autres acquéreurs potentiels. Comme dans toute négociation, il y a plein de micro-sujets qui n'en sont pas. Sur quoi il va falloir défendre particulièrement les intérêts? C'est quoi les montagnes russes de toutes ces négos? Écoute, c'était moins chaotique qu'avec un Dropbox, parce qu'en fait, dès le début, on était accompagné. Et donc, dès le début, on savait quel était le prix cible qu'on avait, qui finalement a varié à la marge. Et ce qui varie à la marge, c'est ils ont regardé, c'est quoi les dettes que vous avez en face. Tu vois c'est pas des PGE, mais des trucs, des prêts d'honneur, BPI, etc. qu'on pouvait avoir. Et donc, tu vas juste les soustraire à ça, mais ce qui est totalement logique. Mais du coup, on reste dans la même ordre d'idée. Donc, une fois que tu as le prix, après, effectivement, il y a eu plutôt qu'est-ce qui va advenir de l'équipe. Donc, nous, pour les équipes, il n'y a pas de problème. Par contre, pour mon associé et moi, c'était un peu différent. Et notamment pour moi, parce que, en l'occurrence, Docker, eux, ils étaient intéressés vraiment par la tech. Tout le portefeuille client qu'on avait développé jusqu'à présent, qui d'un point de vue chiffre d'affaires, pour eux, était assez anecdotique. Hein. Quoi qu'il arrive, on était encore en phase de déploiement. Allait être mis au rebut. Et moi, à titre perso, en plus, autant j'adorais monter une boîte tech from scratch, autant rejoindre une équipe comme Docker. Et en plus, on le verra, on savait qu'ils voulaient créer une filiale française. Mais je savais aussi que ça impliquait que finalement, le cœur névralgique des décisions, il reste en Californie et qu'on allait être une filiale dans un pays exotique. Et donc, tu as finalement assez peu d'impact. Et qui plus est, ça me convenait parce que moi, ça faisait quelques temps que j'avais déjà réfléchi à d'autres choses et que dans mon parcours entrepreneurial, j'avais croisé des gens comme des fondateurs de Blablacar, les fondateurs de La Ruche qui dit oui, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la tech for good. Et je commençais à me dire, moi, je me verrais bien m'impliquer là-dessus en faisant finalement converger mes aptitudes entrepreneuriales avec mes engagements de jeunesse sur les thématiques environnementales. À ce moment-là, le sujet perso que tu évoquais tout à l'heure, et notamment ta fille qui aurait pu partir en province, t'incite peut-être à dire, si j'arrive à sortir de cette aventure et que j'ai pas exactement ce que je veux côté perso, ça me laisse aussi cette liberté d'aller où je veux. Ça rentrera pas en... Non, ça rentrera pas en compte parce que d'une in fine, elle partira avec sa maman. Et donc ça impliquera que voilà, il y a un peu de distance qui se met, ouais. Une autre orga. Mais moi, l'endroit où ils vont, de toute façon, j'ai zéro attache. Et à l'époque, moi, je suis à Paris, donc j'y resterai. Donc ça rentre pas vraiment en ligne de compte. Ça aurait pu changer quelque chose, par contre, sur l'après, où une fois que la vente a été faite, j'ai eu un petit regret, mais qui est rien, de me dire je me serais bien vu aller revivre à l'étranger. Bref, j'ai un gros passif avec la Grèce. J'ai des amis grecs que j'ai connus pendant mes études. J'ai étudié en Écosse. J'ai rencontré des Grecs. Bon, c'est comme ça, c'est l'auberge espagnole. Hein. Et je me serais bien vu développer un business depuis la Grèce. Plus que l'Écosse. En termes de temps, ouais, plus que l'Écosse. Ouais. Alors pourtant, je joue au rugby. Joli, mais je joue au rugby, etc. Ouais. Mais en Écosse, l'hiver, à 15h30, il fait nuit. Quoi. Voilà. En Grèce, c'est différent. Et en Grèce, surtout, il y a bref, c'est anecdotique, mais il y a des très très bons développeurs. Ils parlent tous anglais. Et donc, pour moi, il y avait un terreau aussi pour faire quelque chose d'intéressant que j'ai pas fait finalement. Donc, ce qui se joue là dans les négos aussi, c'est à quel point vous êtes loqué ou pas. Ouais, exactement. Donc, en fait, il paraît assez clair que moi, de mon côté, je commence à leur faire comprendre que moi, ça me va, hein, si je suis pas là, que je comprends en plus que dans l'acquisition, en fait, ils veulent surtout la techno, et donc en fait, là-dessus, moi, je suis assez inutile. Et du coup, en face, on s'entend assez rapidement là-dessus. Donc, c'est ça où c'est intéressant, et c'est des sujets qu'on a abordés très rapidement, et qui font que ces effets chaotiques qu'on a d'habitude ont été quand même largement gommés, et que les effets chaotiques que je parlais après au niveau du signing, c'était plus des sujets administratifs, parce que les Américains, ils voient que tu as une banque publique qui t'a fait un prêt, ils se disent c'est quoi ce truc, toi, ils comprennent pas ce que c'est, et ils ont peur. Et il fallait qu'on fasse signer des lettres où la BPI devait dire je vous assure qu'on vous attaquera pas, un truc dans le genre. Mais je dis non, on peut pas faire ça à la BPI, c'est juste normal. Allô Nicolas. Oui, c'est ça, allô Nicolas, exactement. Et donc, c'était plutôt ces sujets-là, mais qui étaient plutôt administratifs. Et sur le reste, les banquiers qui nous avaient accompagnés avaient
pu permettre de gommer un certain nombre de points saillants qui fait que sur cette partie-là, c'est un peu plus limpide. Donc le modèle du deal, c'est quoi? C'est 100% cash? T'as quand même un peu de... C'est au choix. C'est au choix, ouais, exactement. Et alors du coup, c'est quoi les balances des deux options? Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, en tout cas surtout moi et mon associé. Ouais. Parce que pour les équipes, de toute façon, c'était des BSPCE qui ont été trigger, et donc eux, c'est transformé en part Docker. Et puis il y avait notamment. tes investisseurs. Ouais, et les investisseurs aussi, chacun a choisi ce qu'il voulait faire. Et ça, c'était super. Intéressant, Ok. parce que Docker était en pleine montée, et donc pour des investisseurs, tu peux te dire, je remonte une partie de cash, j'en garde un peu, j'ai des actions Docker, hein, c'est top, quoi. Et donc il n'y a pas une partie du deal qui est liée au résultat Non. à venir? Non, du tout. Il y a juste la garantie de passif traditionnelle qui est là pour assurer un certain nombre de choses. Mais non. Et moi, d'un point de vue émotionnel, moi, je décide de tout vendre. Je pense que d'un point de vue financier, alors, je sais pas trop ce que c'est devenu, parce que Docker ont vendu certaines parties quelques années après, enfin, peu importe. Mais en tout cas, moi, je me dis, moi, je vends tout parce qu'en fait, je me vois pas détenir un morceau de quelque chose, j'ai envie de... Sur lequel j'ai pas la main? Sur lequel j'ai pas la main, effectivement. Et j'ai l'opportunité de le faire, et donc je décide de tout vendre. Et puis là, tu rappelais d'où tu venais aussi. Je pense qu'il y a aussi cette volonté de se mettre à l'abri et presque sa descendance aussi à l'abri du besoin. Ouais, il y a un peu ça aussi, ouais. Même si j'ai pas fait non plus un exit qui me permet de ne plus travailler, mais néanmoins c'est assez game changer pour effectivement. Pour moi à l'époque, tu te mets à l'abri, tu prends un appart, tu prends des machins. Enfin, effectivement, ça permettait aussi ce genre de choses. Et puis à prévoir la prochaine étape. Même si j'avais pas du tout en tête ce que j'avais, c'est toujours mieux d'avoir de l'argent pour commencer un nouveau projet. Et donc avoir ce tapis-là est aussi très très important pour moi. Le fait d'avoir vendu une boîte aussi, ça aide à aller chercher d'autres partenaires sur la prochaine. Ouais. En fait, ça m'a ouvert. Ouais, exactement. Comme je vous ai dit, moi, donc j'ai fait une transition assez rapide du coup Infinite Dropbox, et donc assez rapidement, je me retrouve le matin avec vraiment rien à faire. Docker. Vas-y. Et donc à la fois, je réapprends à faire moins de choses de mes journées, qui est pas évident. À juste me dire, j'ai fait les courses et j'ai lu un bouquin, par exemple. Tu vas trop vite. Ah. Tu vas trop vite, parce que normalement, la rubrique d'après, c'est le moment où tu as vendu, tu es encore un peu dans la boîte. Là, il y aura pas d'après le deal. Deux questions quand même pour faire la transition. La première, c'est est-ce qu'à un moment des échanges avec Docker, vous dites là, en fait, ça va être dead? Et est-ce que tu as fait le même coup de poker? Excuse-moi, Tu complètes. Parce qu'avec Dropbox, en gros, à un moment donné, tu as fermé la porte en disant ils vont peut-être revenir dans les conditions qu'on veut, etc. Tu as perdu ce coup et tu as sûrement bien fait de perdre. Est-ce que là, tu as eu ce même coup, et est-ce que tu l'as fait avec une appréhension de la dernière fois, ils sont pas revenus? Même joueur joue pas deux fois la même erreur. Non, mais c'est ça. Ouais. Non, on n'a pas eu à le faire parce que je pense qu'on était beaucoup mieux bordés. Où en fait, on a d'une part, on capitalisait sur une chose, c'est-à-dire que quand une entreprise, quand le core dev d'une boîte vient vous voir, en fait, c'est loin d'être fait. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de sponsor encore en interne déclaré. Et donc, c'est là où il faut mettre un intermédiaire qui va aller creuser cette partie-là avant vous-même de dégager du temps. Là, on avait le fondateur de la boîte qui était encore sur un poste stratégique. Et donc, on avait validé cette partie-là. Et tout de suite, quand on a mis dans la boucle les banquiers, on avait déjà en fait les prémices d'une term sheet qui font que, pour le coup, par rapport à d'autres acteurs, notamment plus européens, qui ont mis beaucoup de temps dans les discussions, eux, assez rapidement, on a eu une term sheet. Toi, pour refaire un peu le phasage, je crois qu'on commence les discussions avec Docker en les contactant en disant on fait un truc sympa, ça vous dit, en avril-mai. Début juin, on finit le POC et là, ils nous font comprendre qu'ils seraient intéressés de faire quelque chose. Et donc là, on fait rentrer, c'est à ce moment-là, ou un peu avant, on a fait rentrer nos banquiers qui, en parallèle, vont voir la Terre entière pour faire jouer un peu le jeu et commencent à travailler sur une LOI avec Docker. Et cette LOI, on la signe fin juillet. Ok. Donc ça prend quand même 2 mois, hein, t'as quand même des échanges, etc. Et après, on part en due deal. Et donc, on signe le SPA le début novembre. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Enfin, moi, il y a un élément vraiment particulièrement intéressant, un learning.
c'est que tu dis, c'est pas parce que y a le corp dev d'une boîte qui vient vous voir que ça veut dire que tu es en train d'accrocher un deal. Enfin, c'est pareil en levée de fonds. C'est pas parce que c'est leur job. C'est leur job. Ouais. Leur job, c'est de faire des deals. C'est comme quand tu as un VC ou un fonds, ils Et viennent donc te de voir. rencontrer du monde. Voilà, et de rencontrer du monde. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs, et je trouve que c'est important de le dire, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui prennent ça pour il y a de l'intérêt, je vais faire un deal parce que les gens viennent me voir. Et en fait, effectivement, le corp dev, le corp dev d'un groupe, c'est son job d'acheter des boîtes. Donc lui, forcément, il veut acheter. Mais il faut que voilà, la strat, le produit et Que voilà, tout ça suive, ouais. et t'as voilà, le produit par exemple, le produit et la tech sont toujours en train de réfléchir buy or build quoi. Exactement. Et c'est vachement important. Et c'est Mais- vachement important de comprendre ça parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le perçoivent pas. Toi, ça se voit que t'as beaucoup de recul. Non, mais le parallèle, il est très juste sur, effectivement, j'accompagne depuis un petit moment maintenant beaucoup d'entrepreneurs et qui me disent, je suis accompagné, il y a plein d'analystes qui me contactent, je dis, mais c'est leur job. Ouais. Ça veut pas dire qu'on garde ton calendrier. Ouais. Et, exactement. Je reviens à ma question initiale. Est-ce qu'à un moment, tu penses que le deal peut planter? Non, j'ai pas de conviction forte de ce côté-là. Il n'y a aucun fait marquant. Il y a aucun fait marquant, effectivement. Ça aurait pu subvenir comme ça, mais non, pas Oui, autant non, que... mais ouais. pas quelque Non. chose qui... Autre sujet, est-ce que dans toute cette phase de on lève ou on vend, les discussions que tu as avec ton associé, est-ce qu'à un moment, pour des raisons qui peuvent s'entendre dans tous les sens, il peut y avoir petite divergence de stratégie? Vous n'êtes pas au même moment forcément de vos vies, puis il y a des envies pour l'après aussi, donc bref. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment vous avez réussi à solutionner les réflexions? Ça, c'est un très bon point parce que c'est quelque chose dont j'essaye de parler aujourd'hui d'entrepreneurs que j'accompagne, parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas spécialement fait, tu vois, te dire, en fait, c'est quoi pour toi le niveau de... À quel prix on est OK pour vendre? Ouais. C'est pareil. Et c'est pour ça que... et en fait, on avait commencé à l'avoir avec Dropbox, à avoir ces discussions et à se mettre d'accord et à converger, en sachant que derrière, il y avait des prefs sur la tête et donc à combien à titre perso on pouvait prendre. Et donc, c'est pour ça que l'échec de la transaction Dropbox, en tout cas l'expérience de la transaction Dropbox, nous a permis finalement d'adresser pas mal de points qui savaient que mentalement, je pense qu'on commençait vraiment à être un peu usé, un peu fatigué, qu'en plus, d'un point de vue financier, on savait, comme je l'ai dit avant, que si on levait, ça augmentait les attentes des investisseurs en termes de rendement et donc surtout des prefs qui fait qu'à la fin, nous, ça diminuait le nombre d'acquéreurs potentiels et donc la complexité qu'il y avait derrière. Et qu'en plus, on était sur un acteur qui, en termes de culture d'entreprise, était très proche de nous. Donc là, ça cochait pas mal de boîtes, mais c'est clair que ça peut être des situations où ça peut être vraiment deal breaker si t'es pas en phase avec ton associé ou tes associés là-dessus. Vous serez pas loqué, ce qui Mon m'amène... associé, si, un peu plus. Ton associé. Lui, il maîtrise tout l'aspect tech et produit. Donc, pas le choix. Et donc, lui, là-dessus, il est clé dans l'acquisition. Ouais. Et alors écoute, c'est quoi? En fait, on va envoyer ça et on parle de ce moment-là où lui reste, toi tu pars. Ouais. Et on part avec, j'imagine, Nikos sur un. En tout cas, c'est grec. Voilà, je peux le dire. Je connais que l'hymne national grec que je peux te chanter, mais ça, et danser aussi. Je sais pas le dire. Oui, évidemment, évidemment. C'est le Sartakiste. Donc, pendant que son associé bosse, Baptiste est sur la plage. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors ça, c'est Nikos Papazoglou. Ouais. C'est un peu le Johnny Hallyday grec, si je fais un parallèle. Et en fait, je vous ai dit, moi, j'ai Ah oui, ça se voit au timbre. ouais, tu vois, tu reconnais le allumer le feu. Et non, un des premiers trucs que je fais quelques jours après l'acquisition, je pars en Grèce voir mon pote pour apprécier un peu ce moment. Et donc c'est pour ça que j'ai mis cette chanson, parce que c'est... tu vois, j'avais mis du Snarky Puppy avec cette forme de plénitude au moment du signing, donc c'est très... c'est une loupe vraiment sur ce moment signing, mais les jours d'après, de toute façon, j'ai rien à faire. En plus, j'ai plus ma fille à la maison, entre guillemets, et donc j'appelle mon pote, il me dit, bah viens en Grèce.
Et donc, il habite Et à Sourds. il habite à Thessalonique, dans le nord de la Grèce. Et on partira faire une rando sur le mont Olympe en plein mois de novembre et à boire du tsipulo, qui est un peu leur vodka local, en haut. Je reste sur cette transition de ton associé reste. Toi, tu pars. Quand t'as vécu, alors c'est pas une décennie, mais plus de 5 ans, les 30 km du marathon, ensemble, à se tirer un coup l'un, un coup l'autre, j'imagine, comme dans toute association. C'est pas une vraie séparation, mais ça l'est quand même. Ouais, ça l'est quand même. Et je pense que ça, c'est comme, je sais plus, ça faisait 6-7 ans vraiment qu'on travaille sur le sujet. Et je pense que c'est un peu comme dans les couples, 7 ans, c'est aussi un jalon assez important. Je pense que, et parce qu'en plus, tu traverses des choses un peu rudes, c'était aussi c'était un bon moment pour avoir une ligne d'eau un peu séparée et évoluer chacun de notre côté, avec à la fois moi, et on en parlera après, des velléités à déjà entreprendre sur d'autres dimensions. Tu voulais monter ton groupe en solo. C'est ça. Je ferai une tournée solo. Au début de ta carrière solo. Exactement. Et lui, et Julien, à pouvoir aussi déjà d'une expérimenter, je pense, le fait de bosser dans une plus grosse boîte et à l'américaine, je pense que tu apprends beaucoup de choses, et surtout d'un point de vue de la vision technologique, commencer aussi à pouvoir permettre que cette techno soit plus diffusée de manière plus largement, et donc c'était une super opportunité. De fait, vous vous appelez moi. Mais est-ce qu'à un moment vous allez essayer, je sais pas, célébrer ensemble d'une certaine manière le dernier jour, le chemin parcouru, et au moment où tu pars, tu sais que tu pars, mais il y a que toi qui pars. Pour ceux qui nous connaissent, qui ont connu Infinite, on était assez réputés pour, j'aime bien cette quote américaine, il y a work hard, play hard. Donc on travaillait beaucoup, mais comme tout le monde de toute façon, mais quand on faisait la fête, à la base on vient quand même... Ah, tu l'as sur ton t-shirt, bah tu vois, on vient d'un milieu... on est taqué aujourd'hui. On vient du milieu rock, etc., ce qui va avec, et on a fait une énorme fête en quelques semaines après, où on avait des locaux à Charonne, dans le 11e. Et on écoutera un son en conclusion de... Ouais, et je me rappelle qu'on a demandé à ces dockers, qui même nous a donné un budget, et on a fait une énorme fête, et on a invité nos actionnaires, tout l'écosystème, parce qu'en fait, alors je l'ai assez peu dit à ce moment-là, mais une part de notre succès est liée à l'écosystème, au fait qu'on ait vécu au camping, qu'on ait vécu à Techstars, qu'on a en fait, alors par un peu capillarité, c'est tous ces gens-là qui nous ont permis d'avancer, d'être meilleurs, de parler à tes pairs quand ça va pas. Et donc nous c'est comme ça qu'on a célébré. On a fait une énorme fête quelques semaines après, et on a célébré ça. Et effectivement, après, chacun était un peu dans son coin, mais même si on s'appelait quand même assez régulièrement, et aujourd'hui on se voit encore beaucoup. Donc en fait là c'est le dernier jour de la boîte, au moment où tu fermes, où tu sors des bureaux, tu es plus vraiment, parce que vous aviez étudié, les équipes étaient plus au bureau, mais est-ce qu'il y a un moment quand même où tu fermes? Ouais. Le lendemain de cette fête, on range, c'est le souk, et je crois qu'on a l'état des lieux de sortie la semaine d'après, un truc dans le genre, donc c'est vraiment terminé. Et tu rends les clés, quoi. Et là, on rend les clés. Et là, effectivement, il se passe quoi dans ta tête, là? Mais t'es un peu nu. Je te disais, je suis parti en Grèce pour me remplir un peu la tête, puis pour profiter de ce truc-là, et puis sur un coup de tête. Pour le bronzage intégral, du coup. Pour le bronzage intégral, exactement. Mais t'es un peu nu, c'est un peu, c'est pas évident au début de réapprendre à être un peu plus lent. Tu vois, t'es habitué tous les jours à tu vois, Techstars, je m'en rappelle même le mot de passe du Wi-Fi, c'était Get Shit Done. Écoutez, on était vraiment à bosser. Forcément, t'es une start-up. C'est le nom d'un bouquin de Gilles Chetella, qui avait vendu. Alors pardon, je l'ai plus. Je vois qui c'est. Ouais. Et donc, t'apprends à en faire un peu moins, à être content aussi de sortir un peu de tu vois, j'ai mis Highway Star au début de cette autoroute de la start-up, tu vois. Ça fait du bien aussi d'être sur le côté, de mettre sur l'aire d'autoroute et de se dire, moi, je vais prendre un café, je vais prendre le temps.
Et il y a juste le point que je ne sais pas, c'est combien de temps ça va durer. Ça. Ouais, je suis obligé de te couper Ouais. là-dessus parce que combien d'entrepreneurs à ce micro nous ont dit en fait j'ai pas pu le prendre le temps et je le regrette. Alors, oui et non. Alors, à la fois, moi, au bout de plusieurs semaines, commence à monter le truc de j'ai besoin d'avoir un truc pour me réveiller. Donc, à la fois, j'ai redoublé à faire du sport, j'ai machin. Mais en même temps, je suis attiré par autre chose. Et puis surtout, je vous l'ai dit un peu en amont, je commence à me dire, il y a peut-être des choses à faire sur la partie environnement. Alors, on est en 2017, qu'à l'époque, c'est pas du tout aussi présent qu'aujourd'hui. Et donc, et c'est là où effectivement ce fait d'armes d'avoir monté une boîte et revendu m'ouvre des portes, je commence à accompagner des startups dans ce domaine-là, ce qui me permet moi aussi d'apprendre un peu de quoi est constitué cet écosystème et de découvrir en parallèle qu'il y a des fonds d'investissement que j'avais jamais vus avant. Pourtant, j'étais au camping, tu vois, en vitrine, on se connaissait tous. Et des fonds d'impact. Je dis, c'est quoi ce truc ? Et c'est ce qui me fera naître l'idée d'après. On va en parler. Et ben voilà. Dans cette phase particulière, est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur peut-être de laisser passer le train, rater quelque chose, et puis ce côté un peu sentiment d'imposteur qu'on peut avoir et de se dire bon, peut-être que c'était de la chance, oui, j'ai vendu, mais est-ce que je suis capable de recréer quelque chose et de l'amener à un niveau X ? C'est pas dit. Ouais, il y a dans la partie laisser passer le train, il y a le fait que t'as plus vraiment de statut. Ouais. Donc ça va quelques jours comme ça, mais en vrai, après, t'es... Plus de statut dans ta tête, Oui. dans celle des gens. Ah oui, alors là, ça change un peu. Et donc, c'est un peu le lien qui garde, parce que du coup, je suis beaucoup contacté, etc. Mais néanmoins, t'as quand même ce sentiment-là d'être sur le quai, à la fois c'est reposant, mais à la fois, t'as toujours cette frustration-là. Et après, le sentiment d'imposteur, parce que, ouais, pour avoir vu beaucoup d'amis autour de moi, c'est assez fin l'option de planter sa boîte et ou la vendre pour zéro. Et donc là-dessus, j'en suis extrêmement conscient. J'ai même à l'époque des copains même pas dans l'univers startup, mais qui avaient craché leur boîte et de mon point de vue, qui avaient bossé encore plus dur que moi. Et c'est très injuste au final. Le résultat à la fin ne dépend pas uniquement de l'investissement qu'on y a mis. Exactement. Et il y a forcément... Alors c'est quand même un élément très important, mais il y a tout un des éléments plutôt exogènes qui fait que, en tout cas de mon point de vue, si je prends du recul, au moment donné où on crée la boîte, s'il n'y a pas le camping qui se crée, qui nous gomme un peu ce plafond de verre et qui nous permet d'avoir des ambitions vraiment très fortes, d'avoir les codes de la culture anglo-saxonne, américaine, l'histoire n'est pas du tout la même. Alors qu'on est les mêmes. La vie est une question de rencontre. Exactement. Ouais. Si ça te va, je propose qu'on fasse le step d'après. Je vois le timing qui tourne pour parler des aventures qui vont suivre. Et on part avec Zouk Machine, Malden. Tu sais pourquoi j'ai mis cette chanson ? À la base, j'avais mis que des musiques de métal. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu extrême, non ? Et en fait, j'adore la ligne de basse de cette chanson. Et voilà. On compense du métal avec du zouk. Et bien, tout à fait. Non, mais il y a une ligne de basse sur cette chanson que j'adore. Ça danse et puis et ça correspondait bien à la rubrique, je trouvais. Wait. Je cherche la basse là. Ah, c'est là. Il y a des chansons que tu as tellement entendues dans ta vie,
sur lesquels finalement tu prêtes moins l'oreille à ces petits détails, une ligne de basse. Je l'ai découvert beaucoup plus tard, quand tu montes les groupes de musique et tu te sensibilises un peu de la technique musicale, ou ces chansons-là qu'on écoute depuis qu'on a 4 ans dans les mariages où on dort dans un coin de la salle, parce que c'est grosso modo au milieu des années 80, tu te dis mais c'est le moment où tout le monde danse. Exactement. C'est toujours le débat. Je viens de découvrir le nom de la chanson. Je ne connaissais pas. Enfin, moi aussi. Je l'ai entendu 1000 fois. C'est clair. Donc là arrive un moment où tu vas décider quand même soit de prendre un train, soit de le construire. Ouais, j'analyse plusieurs choses, des signaux faibles qui me font penser au début de l'écosystème, ce qu'était l'état de l'écosystème tech en 2010, avec notamment des aspirations sociétales de plus en plus fortes sur les enjeux environnementaux. D'une part, je sentais le truc qui montait. Ça se traduisait notamment par des jeunes qui sortaient d'école et qui cherchaient de la quête de sens. Là où en 2009-2010, les jeunes qui sortaient, ils se disaient « je veux plus travailler comme consultant, mais je veux avoir de l'impact et je veux travailler dans une start-up, comme ça j'ai de l'impact direct sur ma boîte. » Si ce n'est la montée. Si ce n'est la montée. Donc ça commençait à être trendy et c'est ce qu'a fait la French Tech quelques années après. Et ben là j'ai les mêmes choses où en fait mais je veux quelque chose en quête de sens. Et je commence à me dire qu'est-ce si les talents en fait ils recherchent ça devient quand même intéressant. Et le dernier élément, c'était le paradigme réglementaire, notamment avec le Green Deal à l'échelle européenne, qui créait les conditions favorables pour faire émerger des boîtes qui ne pouvaient pas exister avant. Et donc je me dis, tiens, il y a quelque chose qui, ça tombe bien, fait écho à moi, mes engagements que j'ai eu plus jeune dans l'associatif et également dans la tech, et à me dire, en réunissant les deux, il y a peut-être quelque chose à faire. Tu vois que tu parles du Green Deal, cette info, elle t'arrive parce que de toute manière, c'est un sujet qui t'intéresse, où tu vas, comme certains entrepreneurs, aller creuser dans le dur les projets de textes réglementaires en France ou à l'échelle européenne en te disant est-ce qu'il y a des fils à tirer à partir de ces projections? En fait, je me rends compte de manière un peu parallèle, effectivement, en creusant un peu ces aspects réglementaires à l'échelle européenne, mais il y a aussi des pendants nationaux à l'échelle française. Et en parallèle, moi, je reste au contact d'entrepreneurs. Je commence à en accompagner beaucoup. J'ai du temps. J'espère avoir un peu de learning à leur transmettre, à les aider là-dessus. Et donc, eux aussi m'alimentent là-dessus parce qu'il y a l'environnement, il y a dans toutes les industries, il y a plein de choses. Et donc, en France, je vois émerger, par exemple, la loi climat résilience, il y a la loi AGEC la loi anti-gaspi pour l'économie circulaire, il y a la loi Egalim également qui remet le bio au cœur des choses. Donc, plein d'éléments comme ça qui vont arriver. Tu vois, la loi AGEC qui notamment a remis au goût du jour, entre guillemets, le retour de la consigne. Que nos aïeux avaient connu avant, ou un peu plus vieux, ça fait que moins de 2 ans qu'elle est vraiment mise en place. Mais donc du coup, dès 2018, on sait que c'est dans les cartons des ministères que ça va sortir, et donc forcément, t'as un appel d'air qu'il faut que les startups commencent à se créer pour se dire, il faut qu'on soit prêt le jour où la loi est en application. Et donc, en accompagnant tous ces entrepreneurs... Parenthèse, mais le risque de se concentrer sur une loi, c'est aussi qu'à un moment, soit elle ne passe pas, soit qu'on revienne en arrière. Et soit qu'elle soit pas appliquée, ou soit que les grands groupes préfèrent payer des amendes plutôt que... Je connais bien ce sujet, c'est pour ça. Mais c'est ce qui arrivera en partie, notamment sur la partie de la consigne, où il y a plein de grosses boîtes qui n'ont pas voulu appliquer ça. Le législateur qui n'a pas pénalisé ces boîtes-là. Et il y a des boîtes qui sont parties au tapis récemment là-dessus ou rachetées à la casse. Mais oui, ça arrive. Mais après, il y avait mais là où justement il y avait quelque chose de plus important, une lame de fond plus importante, c'est que ça se faisait à l'échelle européenne. C'était pas que en France où on était comme ça. Et donc moi, je voyais bien la lame de fond qui arrivait. Et en parallèle, tu commençais à avoir des choses comme les rapports du GIEC et autres qui commençaient à rentrer de plus en plus dans le quotidien des Français, mais aussi des acteurs économiques et même des entreprises qui disaient mais ouais, en fait, moi mon effet de bord c'est ça, il faut qu'on l'adresse. Et puis par ailleurs, ça m'intéresse parce que c'est aussi un argument pour la marque employeur pour attirer des talents. Bien sûr. Quand tu observes tout ça, tu as 2 options. Celle de prendre une verticale et de courir, soit d'avoir une vision un peu plus large, et c'est l'option que tu vas prendre. Exactement. Et je te dis qu'à l'époque, je rencontre des races de fonds que je n'avais pas rencontrées avant, qui étaient des fonds d'impact. Et donc, je vais les rencontrer pour comprendre un peu leur thèse. Alors, du coup, mes portes sont ouvertes parce que j'ai un pédigré qui fait qu'ils me reçoivent. Je leur disais que je m'intéresse à ce domaine. Et je comprends la thèse. Et à l'époque, c'est beaucoup de la thèse impact social.
Et donc, mais du coup, je comprends quand même leur fonctionnement qui est différent des fonds traditionnels, que je trouve assez singulier. En quoi ? En quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont une forme d'alignement d'intérêt avec leur participation, et notamment une partie de l'intéressement à la surperformance, ce qu'on appelle le carried interest pour les fonds, est directement lié à des objectifs extra-financiers. Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, effectivement, s'il n'y a pas cet alignement-là, il y a beaucoup de risques de greenwashing. Et donc, le fait de comprendre que dans une forme de gouvernance, il y ait ça en plus, me fait dire que tiens, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et moi, Mais ça reste concentré sur la dimension sociale, principalement à l'époque. Et donc, moi, je me dis... Oui, parce que sinon, tu aurais pu en rejoindre un plutôt que d'en créer un. Exactement. Mais là, la différence, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était de partir d'une page blanche et de créer quelque chose. Chez nous, on dit feuille blanche. Feuille blanche. À partir d'une feuille blanche, alors, c'est totalement ça. Et donc, je prends mon bâton de pèlerin et je commence à creuser. Et sur le chemin, je rencontrerai celui qui deviendra mon associé, qui lui vient du monde du private equity. Et donc, on se rejoint tous les deux. Et lui aussi, il est en recherche de nouvelles aventures entrepreneuriales. Alors, je te coupe, mais typiquement, pour parler de cette phase, tu as choisi du Zouk. T'aurais aussi pu décider de partir avec du Gilbert Bécaud. Et maintenant, alors pas que seulement que vais-je faire. Et maintenant, la question d'Arnaud. Ravi de te retrouver. Je rappelle que tu es banquier privé chez notre partenaire Neuflis OBC. Et il me semble que la question est maintenant. Pour Baptiste. Bonjour Baptiste. Baptiste, tu as vécu donc la création, le développement et la cession de ton entreprise. Beaucoup de sensations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te redonne ces sensations? Peut-être de l'adrénaline? C'est exactement ça. Je pense que j'allais dire, quand j'écoutais ta question, j'allais dire l'addiction. On en reparlera un peu après, mais effectivement, ces montagnes russes que j'ai pu connaître comme tout entrepreneur qui passe par toutes les étapes de la création de société, finalement, ça ne décolle pas ou pas autant qu'on voudrait, de la levée de fonds, la revente, etc. Même si après la revente, j'ai fait une petite pause, mais qui finalement a pas duré si longtemps, c'était pour retrouver ces sensations-là. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'anime, et encore plus aujourd'hui, retrouver ces sensations et avec quelque chose qui fait écho à un alignement, à une raison d'être auquel je crois particulièrement, c'était aussi allouer cette énergie vers des choses qui ont de l'impact, et donc vers les sociétés à impact, un secteur dans lequel je suis très impliqué depuis plusieurs années maintenant. Et est-ce que tu arrives à trouver de l'adrénaline avec ta casquette d'investisseur? Est-ce que c'est inévitablement pas la même que celle de l'entrepreneur, mais il y a peut-être quand même... Oui, alors déjà, il y a une autre dimension préalable, c'est que avant d'être investisseur, j'ai monté un fonds from scratch. Et donc, quand on crée un fonds de zéro, on retrouve tous les paradigmes. Donc, on crée une start-up, voire même, je dirais que même c'est 1000 fois plus dur que créer une start-up. Parce que finalement, monter une start-up, je trouve... un associé, une associée, on ouvre notre ordinateur, on dépose des statuts et de facto, ça déroule. Ça existe. Alors après, on peut mettre très très longtemps, voire jamais, à trouver un modèle économique durable et pérenne. Et un fonds, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est extrêmement dur de créer un fonds, et notamment un first time fund, agréé AMF, etc. Et pour autant, une fois qu'il est monté, eh ben vous avez 10 ans de modèles économiques qui sont devant vous, avec du chiffre d'affaires sécurisé. Donc, sur cette première dimension-là, qui dure quand même plusieurs années, monter un fonds, ça met, nous on a dû mettre 2-3 ans au moins, et c'est grosso modo le cas pour la plupart des fonds qui se créent. Et ben déjà, on retrouve toutes les sensations d'une start-up avec la même courbe, avec au début l'excitation de se dire, on va monter un fonds, on va accompagner des super boîtes, ça va être génial. En plus, nous, on s'associait avec mes associés, avec un associé qui venait du private equity, moi qui venais du côté entrepreneur, donc avec un peu ces deux jambes en fait pour pouvoir aider au mieux nos participations. Et puis après, on retombe dans quelque chose de plus, dans le dur, avec un roadshow qui dure très longtemps, avec énormément de pitch à des family office, à des fonds institutionnels, avec le passage en due deal, avec le passage devant l'AMF, etc. Et où là, on est dans le dur, on va dire, et jusqu'au moment où on arrive à closer enfin ce fonds et à faire nos premiers deals. Et donc, c'est vrai qu'après, une fois que le fonds il est live, on retombe dans plus sur ta question, et on retrouve quand même l'adrénaline sur la capacité à générer des deals
qui ont l'air d'être très intéressants. À la fois rencontrer des super entrepreneurs qui adressent à la fois des super enjeux environnementaux. Parce que moi, c'était un fonds d'impact dont la thèse c'était d'investir dans des PME en croissance dont l'activité permet de réduire l'intensité carbone des activités économiques et préserver la biodiversité. Donc, je parlais de raison d'être et d'éco. Donc là, on est vraiment dedans. Et en même temps, on développe un produit financier. Donc, on est là pour trouver des boîtes qui ont des super opportunités commerciales. La question que je me pose, c'est si cette envie en tant qu'entrepreneur qui a fait un cash out, je disais d'associer son temps, son énergie, son argent à des sujets impact, c'est lié au fait que le sujet le plus important du moment, c'est celui de l'impact, c'est un sujet qui est lié à l'humanité et à sa survie, qui fait que c'est le projet le plus grand qu'on puisse essayer d'aller chercher. En fait j'ai pas d'autre mais j'aimerais bien comprendre ce qui explique cet attachement particulier des entrepreneurs concédés. Est-ce que c'est cette volonté un peu comme de la philanthropie de se dire maintenant je donne à la communauté, enfin voilà, je sais pas quel est le fil. Il y a un mélange de plein de choses. Le premier, c'est un coup de bol. C'est que moi je te dis, quand j'ai commencé à m'intéresser aux sujets environnementaux, j'avais 18 ans. Il s'avère que quand je vends Infinite et que je m'intéresse et que je me réintéresse, je m'impliquais là-dessus, ça commence à redevenir à la mode. Mais en fait, c'est comme pour l'apparition du camping, tu vois, c'est quelque chose, c'est pas de mon ressort, mais c'est ce qui rajoute au fait que tiens, en plus ça tombe bien parce qu'il y a une opportunité grandissante qui est là. C'est vrai que dans un autre paradigme, je me serais lancé là-dedans avec finalement tout le monde qui se fiche de sujets environnementaux. L'histoire aurait pas été potentielle. Peut-être que j'aurais rejoint directement un fonds, peut-être que j'aurais monté une boîte, peut-être que j'en sais rien. J'ai tendance à penser quand même que je serais resté sur cette thématique impact parce que là on parle d'alignement, de raison d'être. Et que ça finalement je pense que je l'avais au fond de moi et que mes engagements, c'est un engagement politique finalement. Ces choses-là, c'est quelque chose qui est ancré et qui finalement explose à ce moment-là parce que j'ai un background entrepreneur qui me permet de le démultiplier. On parlait d'adrénaline. Qu'est-ce qui t'amène de ce fonds Amateurs? Déjà de ce fonds amateur. Ouais. Alors déjà l'adrénaline, c'est effectivement, j'en ai parlé un peu avant, mais il y avait cette volonté pour moi de revenir plus proche des entrepreneurs. Quand tu as un fonds de private equity, tu rencontres des business fantastiques, qui plus est dans la dimension de la thèse d'investissement qu'on avait. Mais finalement, tu as une posture aussi assez financière, qui est extrêmement intéressante à plein d'égards, mais qui, moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais une petite frustration de ne pas pouvoir être un peu plus zen-zone. Et en même temps, j'étais face à des entrepreneurs qui avaient déjà des boîtes rentables, que je pouvais accompagner sur certains trucs, mais où mon apport pouvait être beaucoup plus important sur des boîtes beaucoup plus jeunes. Parce que tu as des gars qui ont déjà craqué. Exact, qui sont déjà rentables. C'est des business, pas dire on track, et quand même des enjeux. Hein, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais je nourrissais la conviction qu'en fait, entreprendre dans l'impact était 100 fois plus compliqué qu'entreprendre dans la tech, parce que justement la tech ne se limitait pas à uniquement du software, mais il y a de l'indus, il y a de la chimie, l'environnement, c'est des choses concrètes. Et donc ça donne des choses beaucoup plus importantes. Et donc je commençais à me dire, pour vraiment avoir un apport là-dessus, il faut pas uniquement apporter de l'argent, qui était déjà une première chose que j'avais fait, et tenter de flécher de l'argent sur les choses qui ont de l'impact, c'était lancé. Il faut avoir des gens qui sont hands-on, vraiment des gens aux côtés des entrepreneurs pour vraiment développer. Et donc cette notion de studio, après on l'appelle comme on veut, commence à émerger dans le sens où j'ai des forces vives qui vont venir auprès des entrepreneurs, pas juste pour les conseiller, mais pour faire avec eux. C'est le modèle de Startup Studio, parce que tous les studios se ressemblent pas. Exactement. C'est quoi l'approche? C'est des projets issus de vous, sur lesquels vous allez chercher des entrepreneurs? C'est des entrepreneurs qui viennent à vous? C'est en très très grande majorité des entrepreneurs qui viennent à nous. Après, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui viennent nous voir avec uniquement une idée, d'autres avec un premier MVP, d'autres avec une première version, d'autres avec la volonté de créer une nouvelle ligne de business pour trouver des relais de croissance. C'est là où il y a une hétérogénéité de cas, mais c'est généralement des gens qui viennent vers nous. Et ce qu'ils viennent chercher chez nous, c'est une capacité de conseiller à faire et de faire avec, une capacité opérationnelle. Moi, la raison d'être,
pas la raison d'être, mais la raison d'être de Matters que j'ai en tête, c'est de dire à la fois le software est assez marginal dans la résolution des enjeux environnementaux et sociétaux, c'est un enabler, mais à la fois c'est un liant qui est partout dans tous les secteurs économiques. Et donc la raison d'être de Matters, c'est d'apporter de la vélocité, de la fluidité sur toutes ces dimensions. À la fois pour des boîtes purement software, qui vont faire du SaaS pour des enjeux environnementaux, où nous, les équipes, vont pouvoir les aider là-dessus, et à la fois pour des boîtes que j'appelle hybrides, je sais pas, une boîte, on parlait de la consigne, dans la consigne, où son cœur de sujet, cœur du réacteur pour elle, c'est son contenant et les schémas logistiques associés, flux, ouais. mais où il y a du software qui va être embarqué là-dedans, ouais. et donc on va apporter. Donc nous, la singularité de Matters, c'est qu'on a toute la stack en fait qui est chez nous, du développeur back-end, architecte, front-end, expert en produits business, et on va s'occuper de toute cette partie-là sur du plus ou moins long terme. Et on va surtout accélérer la mise sur le marché de produits digitaux et qui ont des impacts vertueux pour l'environnement et la société, parce que c'est forcément une dimension métier sur laquelle les équipes sont acculturées et vont apporter beaucoup de valeur ajoutée aux équipes qu'on appartient. Baptiste, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai promis qu'on conclurait en musique sur comment vous avez fêté le deal. Dernier sujet, et peut-être que Sacha a envie de se garder la dernière question, je pourrais te la laisser, mais moi, il y a un sujet, c'est que le temps a pas mal passé. Il y a des choses qu'on peut pas raconter quand on est dedans. Dans l'aventure entrepreneuriale, parce qu'il faut prouver, faut convaincre, faut tenir un rang. Tout à fait. Le temps a passé, maintenant on dit ce qu'on veut, et c'est l'avantage dans Cash Out, on peut raconter des choses qu'on n'aurait jamais dites, et souvent surtout sur les débuts, sur des relations, Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de partager que tu n'as jamais pu partager avant? Ouais, je pense quand on est entrepreneur, notamment au début, on vit dans une schizophrénie où quand on sort dans des soirées entrepreneurs ou autres, tout va bien. Comment va ta boîte? Énorme. On croule sous le cash, je sais plus quoi en faire. Alors qu'en vrai, c'est la merde. Enfin, je veux dire, on sait pas comment on va se payer, etc. Et donc ça, c'est une schizophrénie qu'il faut en être conscient, parce que je pense qu'il faut le faire. Hein. Mais maintenant, vous allez mieux. Maintenant, on va mieux. Mais oui, maintenant, tout va bien. Non, en plus, aujourd'hui, tout va bien. On a beaucoup de travail. Non, mais en fait, il faut être conscient, mais je pense que c'est le théâtre, hein, mais il faut le tenir, ça. Mais pour le coup, par rapport à ses proches, c'est quelque chose il faut les embarquer et pas être schizophrène là-dessus. Ouais. Parce que justement, ça peut créer des décalages qui peuvent, de manière indirecte, venir brouiller aussi votre relation entre fondateurs, entre d'autres membres de l'équipe. Et ça, c'est très important. Il faut que toi-même, tu saches où t'en es, vraiment. Parce que effectivement, tu joues, t'as un jeu d'acteur, tu es obligé, c'est fake it till you make it, c'est le business, c'est la start-up. Mais savoir, toi, que voilà, t'en es à cet endroit-là et... Mais c'est là où moi, le camping Techstars nous ont, enfin notamment Techstars surtout, parce que c'était vraiment nous créer des safe places où on pouvait entre entrepreneurs s'ouvrir à ça. Et pas se raconter le bullshit qu'on se racontait en soirée mondaine, mais encore une fois qui est nécessaire, c'est un jeu de théâtre qui est nécessaire à faire. Zone. Voilà, une no bullshit zone où tu peux te livrer. Je profite quand même pour féliciter le millionième auditeur de Cash Out. Voilà, en fait, le millionième. Qu'est-ce qu'il gagne? Bravo. Et ben, il gagne je pense qu'on va prendre le jet et on va l'amener faire un tour en Grèce. Le jet fait ce serait mieux le jet électrique. Non, on a un jet électrique. On y va en train. Ouais. On peut y aller en train. Un train, bateau, c'est très bien. Ouais. Bravo. Je suis très kayak, moi, mais t'as raison de le rappeler. T'as raison de le rappeler. C'est toi qui ramène. La Swan, c'est la fin. Merci beaucoup, Baptiste. C'était un plaisir de repartager ce parcours avec toi. On finit en rock and roll avec Led Zeppelin, et donc c'est là-dessus que vous avez fait la grosse fiesta. Je reprécise quand même que c'est incroyable que l'acquéreur vous paye la bringue comme ça. C'est pas tout le jeu, tous les jours le cas. Ça, je crois que c'est la première fois que ça, c'est la classe. Ouais. Exactement. Et ben on finit avec Led Zeppelin. Un grand merci à toi. Merci à vous. Merci Baptiste. Merci.